Hein, t'inquiète. Salut Deadpool, ça va? Salut, on va bien et toi? Salut. Ça va, Enfin, va, vous écoute. deux, parce que bon. Oui, on est deux, c'est vrai. Même si on n'est qu'une seule personne, on nous a jamais vus au même endroit en même temps. Quoique si, à Cryptoxer, oui. C'était sympa d'ailleurs. Encore merci, même si ça fait maintenant quelques semaines, encore merci à Maxime, à Max, de nous avoir invités à Cryptoxer. C'était sympa. Franchement, il a mis le budget, c'était cool. Moi, ce dont j'ai peur, par contre, c'est est-ce qu'il va s'y retrouver, est-ce qu'il va s'en sortir sur ses frais, quoi. Parce que je crois que là, il a mis le paquet quand même. Hein. Bon, alors, la question du jour aujourd'hui, c'est de savoir comment devenir millionnaire en 5 étapes. Alors, aujourd'hui, c'est ta rubrique d'ailleurs, parce qu'on va faire des rubriques. Tu vas nous expliquer comment... Ah, c'est ma rubrique. Oui, c'est ta rubrique, oui. Comment devenir millionnaire en 5 étapes. Vas-y, explique-nous. Voilà. Salut, Tosh. Alors, en fait, c'est une rubrique que j'ai prévu de dévoiler sur mon canal Telegram privé. Et je vais envoyer ma wallet, c'est 5 € l'entrée pour pouvoir apprendre la technique, en fait. D'accord, ok. Et après ta technique, une fois qu'on l'a, on peut devenir millionnaire grâce à ça, c'est ça hein? On peut devenir millionnaire à partir de 10 € investis. Et même multimillionnaire. Ok, même multimillionnaire. Ouais, rien que ça, ouais. Salut, salut Toto FCAN, salut Darnak, salut Tétine de Crabe. Wow, que des nouveaux noms, c'est la première fois que je vous rencontre. Bah tant mieux, comme ça on va pouvoir discuter. Non mais les gars, ne partez pas, ne partez pas. Restez avec nous, si vous venez en live avec nous dans le vocal, c'est tant mieux. On va pouvoir rigoler ensemble. Enfin non, on va être sérieux, pardon. Je voulais dire, on va parler de sujets sérieux ce soir. De toute façon, on parle de crypto, on parle d'argent, donc on est forcément obligé d'être sérieux. Hein, dans la mesure où on parle de choses sérieuses. Bon, bref. N'hésitez pas à venir en live avec nous, là sur Discord par exemple, vous nous rejoignez. C'est hyper simple de nous rejoindre en plus. Vous allez tout simplement sur le canal DeFi, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir. Il n'y a pas de restriction, tout le monde est le bienvenu. Non, évidemment, comme vous le savez, c'était une blague. Voilà, je le répète, hein, parce qu'apparemment, quand je fais des blagues... Il faut que je précise à chaque fois que c'est une blague, parce que malheureusement, il y a des personnes qui viennent après en privé pour nous insulter et nous dire « Comment ça, vous avez des canals privés où vous vendez les formations ?» Non, rassurez-vous. Il n'y a rien de vrai. C'est comme quand j'ai fait la blague sur les stablecoins, que je disais que le stablecoin, il allait passer de 1 à 5 $. Il y a plein de personnes qui m'ont insulté. Je leur ai dit, les gars, c'était une blague. Évidemment que le stablecoin, l'USDC ou l'USDT, ne va pas grimper à 5 $. C'est évident. Enfin, évidemment qu'on peut pas avoir un pomme de l'USDT. Du coup, vous êtes là, pour certains, évidemment. Pour certains, vous avez compris tout de suite et vous êtes passé à autre chose. Et vous avez même ri avec moi. Mais pour d'autres, vous avez été assez véhément quand même. Vous aviez cru que vous m'aviez pris pour un débile à croire que je croyais vraiment que le stablecoin allait passer de 1 à 5 $. Bref, voilà. Et oui, Tush, t'as tout à fait raison. Je suis un incompris, c'est ça le problème. C'est que les gens ne comprennent pas mon humour qui n'est pas subtil parfois, je l'avoue. Et j'avoue que je mets pas des LOL à la fin ou des MDR, du coup c'est vrai que c'est pas compris toujours. Ouais. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va faire avec. Sachez que ce qu'on a dit il y a 5 minutes en arrière, c'était du troll. On rigole avec vous. Et sachez qu'on a un humour particulier avec moi et Usemonde. Donc ne vous faites pas avoir. Hein. Comme la dernière fois, Usemonde, le pauvre, Usemonde n'est pas un débile comme il disait la dernière fois. Oui, parce que je me souviens au dernier live. Oui, c'est vrai. Durant le dernier live, tu disais, alors moi je sais plus de quoi tu parlais exactement, je crois que tu disais, vas-y, réponds. Non, je disais, on parlait des sexes et des dex, et je disais, je faisais exprès de faire la personne stupide, je disais, alors j'ai perdu 30% de mon capital sur Celsius, puis 30% sur FTX, et puis là je suis encore tout chez Binance, et je suis content, et chez Nexo, et je suis rassuré. Mais non, c'est faux, je dirais... Ouais, Dieu merci, enfin. C'est du troll. Dire, je n'ai rien perdu sur ces exchanges. Oui, c'est du troll. Voilà, exactement.
sachez que on est là pour aussi relativiser sur notre situation, hein, parce que c'était une situation compliquée au moment où on était, après l'affaire FTX et tout ça, et on avait glissé quelques traits d'humour, si on peut dire ça comme ça. Attends, hop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, évidemment, on va parler dans un premier temps de ce qui vous intéresse, parce que vous avez été nombreux à participer, pour certains, à Mad Labs. Alors, je vais vous le mettre vite fait. Alors, c'est quoi Mad Labs? Eh bien, c'est un projet qui est en rapport avec Backpack, qui est une wallet, enfin un wallet, pardon, excusez-moi, vous allez encore me trancher la gorge pour ça, mais qui est un wallet, voilà, au masculin si vous préférez, qui va permettre d'héberger en fait des XNFT qui vont permettre de révolutionner en soi les applications sur la blockchain. Je vous avais fait une vidéo de présentation, bon allez, je vais vous la remontrer rapidement, comme ça vous êtes au courant. Sachez que c'est pas encore une vidéo dédiée à Backpack, rassurez-vous. Je vous en reparle là rapidement pour vous remettre tout dans le contexte, parce que bientôt vous allez souvent en entendre parler. Je pense que de plus en plus d'influenceurs... Salut, Crypto, Deadpool, ton micro Ouais. il grésille un peu. Si tu peux régler la sensibilité. Mais t'inquiète, hein, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, voilà, parfait. Et du coup, Backpack, comme je vous l'avais dit dans un short, j'avais fait une vidéo et je vous avais montré à peu près ce que c'était. Je vous remets vite fait la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Cette vidéo, comme il faut le rajouter à chaque fois maintenant, n'est pas sponsorisée par Backpack. La seule chose qu'on a obtenue de Backpack après avoir fait cette vidéo, et je dis bien après avoir fait cette vidéo, c'est 10 nouvelles whitelists. Et d'ailleurs, ce soir, je vais vous en faire gagner une. Et je vous en ferai gagner d'ailleurs durant les lives. De toute façon, c'est pas encore que le wallet va sortir. Mais on va en discuter ensemble de toute façon. Alors attendez, je vais essayer de trouver où je l'avais mis le short. J'avais fait stack tes Ethereum, non c'est pas ça. Tu perds de l'argent, non c'est pas ça. C'est où? Mince, je l'ai mis où? Mince, il a disparu. Ah voilà, c'est bon, il est là. C'est bon. Nickel. Voilà. Voilà, je vous mets rapidement du coup ce que c'était. Laisse-moi te présenter en 60 secondes la wallet qui va révolutionner Solana. Putain, j'ai dit la wallet, vous m'avez tué pour ça. La wallet en question, c'est Backpack. Elle n'est pas encore disponible, mais quand elle le sera, crois-moi qu'on entendra parler de le wallet. Au premier abord, elle ressemble à toutes les wallets que tu peux connaître. Mais alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est le côté application, car tu vas pouvoir développer toi-même et même installer, si tu es juste utilisateur, des applications. Tu vas pouvoir installer des applications sur la wallet directement. Comme Flappy Bird, par exemple. Qui te serviront sur la DeFi Solana. Mais là, tu vas me dire, ok, d'accord, on installe des applications, mais ça sert pas à grand chose sur PC. Eh bien, oui, tu as raison, car en fait, la wallet a pour vocation de s'intégrer à un téléphone portable. Regardez, quand même, j'ai fait une belle incrustation quand même. Hein. C'est magnifique ça. Vous voyez, JULFDM et là, il y a un téléphone portable. Regardez-moi cette incrustation, elle est pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? 10 sur 10, non? Franchement, les gars, dites-vous quand même qu'une chose, c'est que je passe de plus en plus de temps à faire des shorts, et vous vous rendez compte quand même que là, le travail que j'ai fait, il est incroyable, non? Non, je plaisante, hein, je plaisante. Hein. Le but, c'est d'aller sur un téléphone portable. Non, c'est très qualitatif, on te remercie, et tu devrais te mettre sur TikTok et faire quelques danses. Ça nous aiderait à... Il y a même un côté communautaire où tu pourras discuter. Vas-y, j'essayerai la prochaine fois. Si tu le souhaites, et tu pourras en fait... Je fais quoi, la danse Ah oui, il y avait une danse à un moment, c'était Winecoin. Bah, la danse du Bitcoin. Reste à l'écoute parce que dans les mois à venir, je pense que tu vas entendre parler de Backpack. Laisse-moi te... Et donc, voilà, vous avez vu rapidement ce que c'était Backpack. Alors, encore une fois, c'est pas sponsor, parce qu'à chaque fois, il faut le répéter, pour que les gens se disent pas « Ah ouais, d'accord, il parle de ça parce qu'il a été sponsorisé, ok, d'accord. » Non, c'est pas le cas. Là, c'est juste, on a obtenu des whitelists, et une whitelist, c'est juste un accès, un droit d'accès, comme vous le savez, à un NFT, c'est-à-dire que ça vous donne la possibilité d'acheter un NFT. Ça sert à quoi concrètement? Eh bien, ça sert surtout dans les cas où il y a énormément de demandes, et du coup, vous allez vous battre lors du mint, c'est-à-dire lors de l'achat final, lors de la vente publique. Eh bien, ça va vous permettre d'être sûr d'avoir votre NFT. Et Backpack, rapidement, eh bien, c'est un wallet qui tient sur Solana et qui est sur Google Chrome, du coup, comme je vous l'ai dit. Et ça va intégrer aussi Solana, mais aussi Ethereum. Il y aura les deux, en fait.
Et du coup, C'est assez open source, c'est vachement sympa. c'est ça. C'est un super wallet comparé à Phantom. Je trouve que les mecs derrière sont parmi les meilleurs devs sur Solana, les meilleures équipes. C'est ça. Bah, t'as un mec Et qui s'appelle personnellement, Armani, c'est c'est ça une des seules collections. C'est ça, Armani est le lead dev Mm. et Armani Ferrante sur Twitter. Ouais. Et sans doute un des développeurs sur Solana le brillant qu'il y a, un très ancien de Solana, un OG, il était là au tout début. Et la collection d'NFT, moi qui suis suis pas mal les NFT de Solana, c'est une des collections qui depuis je pense 3-4 mois, c'est la première collection. Je suis assez impatient de le mint. C'est pour ça que on en avait parlé il y a bien longtemps. Et du coup, on a fait la vidéo et là qu'on a en plus des whitelists en plus à faire partager, c'est super cool. J'espère que ceux qui les ont gagnés prendront le temps et n'oublieront pas de les mint. Ouais, Parce que je pense que c'est Je- un bon je- NFT à voilà. Je vous dis ça parce que, évidemment, vous m'avez demandé des whitelists. Alors, pas tous, moi je vous les donne, il n'y a aucun problème. De toute façon, je les ai donnés dans l'ordre des MP, donc plus vous avez été rapide et plus vous avez eu votre whitelist rapidement. Donc, je vous ai donné à tous presque, enfin, tous ceux, en tout cas, je pense que sur toutes les personnes qui est ici, il doit y avoir au moins allez, la moitié qui a dû avoir des whitelists. Là, il m'en reste 10 du coup. Il y a déjà la moitié, un peu plus de la moitié qui est déjà partie, qui est déjà réservée. Et du coup, en fait, on fera gagner du coup le reste. Parce que malheureusement, sinon ça va être compliqué au vu de la demande. Il y a beaucoup de personnes qui en veulent. Du coup, on va devoir faire gagner ça durant des lives. Exactement. Et donc voilà, ça c'est le projet NFT de Mad Labs. Donc c'est le projet NFT à l'intérieur du wallet Backpack. Donc voyez à quoi ça ressemble un peu à Peaky Blinders dans les années 30 à peu près. C'est un peu le style. On a vu un peu le personnage féminin et je crois qu'on peut en avoir d'autres. Ils en ont laissé sur le certains, channel, ouais. j'en ai partagé un petit peu. Il y a quelques previews. Ils en C'est ont... sympa, franchement. C'est Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas se gargariser sur le style, mais franchement, ça va, ils sont. Ah voilà, ils sont là. On les voit ici. Vous voyez les... je sais pas si on voit bien. Bon, je pense que... Ouais, ça devrait aller. Là, vous voyez en fait à quoi ils ressemblent, à quoi ils ressembleront. Ils travaillent bien quand même, hein, les gars, tranquilles sur des sofas, dans des sortes d'oursins là. Ils mangent des chips toute la journée. Putain, mon dieu, la santé des gars, ça doit faire peur quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire quand tu vois la collection de chips par terre. Laisse tomber, quoi. Ils ont les Doritos de tous, hein. Ils ont les spicy, les aux chèvres, ce que tu veux, quoi. Mon dieu. Mais putain, la position de travail, par contre, ça fait peur, hein. Oh là là, je pourrais pas travailler comme ça, c'est impossible. T'imagines, toute la journée, t'es dans un pouf comme ça? Mon dieu. Si c'est le rêve. Surtout, t'as vu, ils en ont un pour deux, quoi. L'autre au milieu. Ouais, c'est Ils vrai. ont les têtes l'un contre l'autre. Laisse tomber, quoi. C'est exactement ça. En plus, tu sais qui c'est? Ces deux gars-là, lui, c'est le fondateur, et lui, c'est le cofondateur à côté. Ils travaillent de main dans la main, tu vois. Ils sont proches, très proches pour le coup. Et ouais. Bah, ils sont tous à Chicago, là. Ils sont des open space qui sont une espèce de coworking pour les développeurs Solana. Si t'as une petite équipe, tu peux aller là-bas à Chicago. Il y a des grands bureaux pour tous les mecs. C'est une canette qui est sur leur pouf, quoi. C'est ça? Ouais, Juste bah. devant eux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais franchement, ça fait sale quand même. Là, Ah, c'est clair. Ouais, ils abusent. Là, Ouais, ça fait un peu. ça fait un peu. Ils viennent de grave, passer quoi. la nuit sur le truc et ils viennent se réveiller, là. Ouais, je sais pas quelle image ils essayent de renvoyer, mais bon, c'est pas non plus la meilleure image pour les investisseurs, tu vois. On sait qu'ils travaillent dessus, mais bon, quand même, ça fait un peu sale, je trouve. Bon, allez, on va passer. Écoute, ils ont levé 30 millions. Tu vois, lui, au moins. Ils ont ouais. pas tout perdu sur FTX. Lui, il est confort, lui. Ouais, Mais- les tranquille, ouais. Putain, c'est incroyable. Et du coup, dites-vous une chose, c'est qu'ils bossent tous Par contre, sur un Mac. le setup à 4 écrans, c'est pas mal, hein. Où J'avoue. Bah, tout le Où tu monde vois bosse sur les Mac. Non, pas tous. Pas tous. Je suis désolé, mais eux, c'est parce que c'est des devs. Mais les graphistes, ils bossent pas sur les Mac, hein. Pas tous, en tout cas. La plupart des graphistes, ils ont besoin de grosses cartes graphiques, donc ils Non, bossent c'est pas vrai. sur un Mac. Y a pas là. Mais C'est vrai. bon, bref, vous avez tous... Mais le setup à 4 écrans, c'est pas mal. C'est le.
Ouais, c'est un fameux setup. c'est un peu trop après, mais bon. Tu rates d'ordinateur. Non, c'est un peu overkill. Mais l'écran en plus au-dessus. Mais t'as vu à combien de kilomètres qui sont de l'écran aussi, tu peux rien voir d'ici. Non, mais là, c'est juste pour la photo, là. J'espère bien que c'est juste pour la photo. Eh oui. Bon, on va commencer. On va commencer, là. On a fait la petite intro, c'était un peu pour détendre l'atmosphère. Et je vous invite encore une fois à venir en live, hein. Venez avec nous, venez discuter, vous êtes le bienvenu, évidemment. Et il n'y a pas de questions bêtes, comme d'habitude, hein. On est tous au même niveau, on est tous des gènes, voilà. Donc, venez discuter avec nous et poser vos questions. Et d'ailleurs, on a une première question, c'est Fizzy Attack. Salut Fizzy Attack. Et salut à tous d'ailleurs, bienvenue sur le live, hein. Il me dit « Salut, je débute dans crypto, j'hésite entre trading et DeFi. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre la DeFi. Le but est de stocker de la crypto, mais du coup, pour gagner de l'argent, il faut vendre ces cryptos, non ? Ah, et ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser quand on débute dans la DeFi et qu'on hésite entre la DeFi et le trading. Eh bien, je dirais que la DeFi, en fait, c'est juste un outil décentralisé, comme tu le sais, enfin, peut-être que tu le sais. Et en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux faire du trading aussi sur la DeFi. L'un n'empêche pas l'autre. C'est juste un nouveau système on va dire, c'est une nouvelle économie, si tu veux. Donc, tu peux faire du trading sur la DeFi, tu peux faire du trading sur les DEX. Il y a, en plus de ça, de plus en plus de DEX avec des order books, comme par exemple QGIRA, Crescent, etc. Et là, tu vas pouvoir en fait placer tes ordres exactement comme tu le ferais sur Binance ou Crypto.com, tu vois. Quoique plus Binance, parce que Crypto.com, c'est pas vraiment fait pour les traders, je trouve. C'est plus pour les amateurs à la limite. Mais voilà, en fait, donc la question à se poser, c'est pas de savoir si tu fais du trading ou de la DeFi, parce que tu peux très bien faire du trading sur la DeFi, mais je suppose que quand tu parles, toi, de trading ou DeFi, tu veux dire faire du yield farming, apporter de la liquidité au pool, faire du stacking, etc. La question là que tu peux te poser, c'est une question que beaucoup se posent, c'est en gros, est-ce qu'on est actif ou passif ? Alors, ça c'est une question assez complexe parce que la plupart du temps, quand on dit passif, on s'attend à ce que le mec il reste comme ça, il place sa liquidité, il fait rien. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça, et tu le sais très bien toi aussi, Usemonde, c'est qu'on passe notre temps à faire des recherches en permanence pour savoir où trouver le meilleur rapport, on va dire les meilleurs pools de liquidité, savoir quand sortir, quand rentrer. C'est assez compliqué en fait à chercher, et en fait on parle de revenus passifs, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de travail en amont et en aval aussi d'ailleurs. Donc ouais, c'est ça. T'en penses quoi, il y a plusieurs sortes. C'est comme tu dis, il y a plusieurs sortes. Disons que moi le trading, c'est en étant débutant, je pense que c'est très difficile d'être rentable, et comme beaucoup, la plupart des personnes en trading, des traders rentables, ça court pas les rues. Il y en a assez peu. C'est assez difficile, surtout ceux qui... Plus tu multiplies les trades, plus tu as de chances de perdre, je pense. Non, c'est vrai, c'est vrai. La DeFi est très risquée également, dans le sens où c'est pas parce que tu fais du LP et que tu as des gros APR que tu vas être rentable. Mais c'est plus... la DeFi, pour moi, c'est plus une sens où tu as des cryptos, tu vas essayer d'augmenter ta quantité de crypto, d'en avoir plus du début à la fin. Et après, tu as plusieurs chemins que tu peux suivre, plus ou moins risqués, qui vont te permettre de les augmenter. Tu vois, sans parler de LP, juste faire du stacking. Là, c'est très safe, c'est la base, c'est le plus safe au monde. Le vrai stacking, comme sur l'Atom ou sur du Solana, pas le faux stacking où tu dis stacking, c'est le stacking dans le wallet protocolaire, qu'il y a de plus safe, où tu ne peux rien perdre. Et après, tu peux prêter tes cryptos et te faire payer dessus, faire du LP, faire différentes choses sur la DeFi, rejoindre des vaults, faire des leviers, emprunter. Où là, c'est pareil, tu vas dynamiser ton wallet en accumulant des cryptos, que ce soit tes stablecoins. Mais comme tu dis, là, ça demande un certain temps. C'est-à-dire que parfois, si tu veux être vraiment performant, dans le sens où tu veux avoir les meilleurs rendements, pas quelque chose où tu le mets le lundi, puis tu le laisses dessus, et tu vas voir 15 jours plus tard. Ah oui, c'est la me rassurer là, si tu fais ça. C'est bien, non.
Ouais, surtout que... Si tu fais ça, bon, c'est pas forcément la mort assurée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va te demander, c'est tu vas prendre des risques et c'est sûr que tu ne vas pas être rentable. Ou en tout cas, tu vas te faire griller à un moment. C'est ça. C'est plutôt, il va falloir regarder au moins une fois par jour peut-être, ou suivre. Donc, faut quand même être intéressé par les cryptos et avoir envie d'apprendre et de regarder tous les jours. Mais je pense que c'est la même chose pour le trading. Tu t'inventes pas trader, et celui qui te raconte ça est un menteur. Et après, si tu veux par contre suivre les conseils d'un mec avec des canaux qui te dit achète, vend, c'est encore plus risqué parce que les personnes veulent leur trade gagnant et pas perdant. Je lis la suite maintenant. Qu'est-ce que vous appelez rentrer ou sortir? Bah, en fait, là aussi, c'est un point important. Ça, c'est super important d'ailleurs. C'est un point qu'on oublie souvent. Le choix, en fait, de la pool de liquidité est super important. C'est vraiment important dans la mesure où, comme vous le savez, sur Osmosis, c'est particulier, vous avez un délai d'inbounding. Ce qui veut dire que dès lors que vous allez vouloir sortir, vous allez avoir un délai de carence, on va dire, un délai pendant lequel vous n'aurez pas accès à vos fonds. Et ce délai peut varier de 1, 7 ou 14 jours. Et en gros, ça, c'est aussi à prendre en compte. Parce que souvent, je vois beaucoup de personnes qui vont sur Osmosis, qui vont vers les APR les plus importants, et qui se disent, bon, je sortirai, je mettrai mon délai d'inbounding au bout d'un moment, et puis je sortirai, sauf qu'il y a 14 jours d'attente, et en 14 jours, il s'en passe des choses. En 14 jours, vous allez pouvoir voir un projet s'écrouler très facilement. Déjà qu'en un jour ou deux, il y a des projets qui perdent énormément de valeur, alors en 14 jours, c'est la fin. C'est pour ça que je dis, quand vous allez sur... Surtout les petits projets. Ouais. Exactement. Si vous allez sur un pool de liquidité, choisissez des pools, déjà de préférence qui n'ont pas d'époque. Donc l'époque, c'est une période à laquelle vous allez payer en reward. Et préférez aussi des DEX, enfin des pools de liquidité, où vous n'aurez pas de délai d'inbounding. C'est le cas par exemple, si vous voulez, pour un exemple rapide, sur Crescent, c'est le top. Parce que sur Crescent, vous allez accumuler des récompenses, parce qu'il n'y a pas d'époque, et vous pouvez sortir absolument quand vous voulez. Vous avez aussi Comdex, mais Comdex c'est un système d'époque. Kujira, je crois qu'il y a un système d'époque aussi, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas de système d'époque sur Kujira, mais je crois qu'il y a un délai de carence de 1 jour, je crois. Et c'est pareil d'ailleurs sur Comdex. Mais pour dire, en tout cas, quand rentrer, quand sortir, c'est de se dire que plus tu vas avoir de distribution d'APR important, plus en fait tu vas avoir une distribution de crypto. Par exemple, si je te donne 20% de la supply en APR, forcément ça va créer une inflation. Et cette inflation, elle se répercute directement sur le prix. Donc au final, je vais te donner, je sais pas, 2000% d'APR, mais ta crypto, elle va perdre 20% de sa valeur. Donc au final, à la fin, tu seras peut-être pas gagnant. Donc c'est aussi à prendre en compte, c'est de savoir quand sortir, à quel pic il faut sortir. C'est un peu compliqué à dire comme ça. C'est ça, c'est ne pas être trop gourmand. Ouais, voilà. C'est toujours pareil, on va dire une petite recette facilement, c'est essayer de comprendre, de voir l'intérêt de la crypto. Est-ce qu'il y a un intérêt, il y a un usage réel, ou est-ce que les gens ne viennent que pour farmer cette crypto, donc intéressés par les APR, et faire un petit calcul de voir, bon, chaque jour, il y a en dollars, il y a 3 millions de dollars, 1 million de dollars, 200 000 dollars qui sont distribués comparativement à une crypto qui vaut tant. Si ma crypto a un market cap de tant sur CoinGecko tout petit et que chaque jour il y a X millions qui sont distribués, forcément le prix va avoir tendance à très vite se casser la gueule dès que plus personne n'investira dans cette pool pour la rejoindre. Les prix vont forcément s'effondrer. Et là, on rentre dans une dynamique de chaise musicale où le premier qui est parti, il a gagné, et le dernier, il se retrouve sans chaise et il a perdu tout son capital. Et si vous êtes bloqué sur Osmosis, c'est encore pire. Donc c'est ça qu'on appelle rentrer, sortir. En fait, c'est comme si tu faisais des trades, en fait, puisque tu rentres à un moment,
tu prends un peu de farm et tu te dis bon là je le sens plus, je sens que je vais comparer au reward que je vais avoir, je vais commencer à perdre en capital. Et c'est d'autant plus vrai là en ce moment où on est en bear market, où tous les cours ne montent pas en ligne droite et où c'est difficile. Là, ça fait 15 jours où c'est monté, donc à peu près, peu importe où vous étiez, vous avez gagné un peu d'argent. Mais là, si ça redescend demain, vous avez gagné de l'argent. Tous vos gains vont s'effacer. Oui et non. Et si vous êtes sur une pool de liquidité, vous avez gagné de l'argent, et oui et non. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler ça rapidement parce que c'est une vidéo qui, selon moi, n'a pas fait assez de vues. C'est dommage parce que la question revient souvent et à chaque fois, je suis obligé d'envoyer vers ce lien. Une bonne fois pour toutes, vu qu'en live, j'en parle presque jamais, je vous remets le short pour vous expliquer c'est quoi l'impermanent loss. Prenez vraiment ça en compte parce que c'est super important à comprendre dans la mesure où vous allez perdre beaucoup d'argent si vous ne prenez pas garde à l'impermanent loss sur les pools de liquidité. Et surtout, j'en vois beaucoup qui veulent systématiquement aller sur des stablecoins en disant ouais, je vais aller sur, Atom USDT ou USDC plutôt. Comme ça bougera pas. Ouais, mais au fait, c'est le pire à faire. C'est le pire et pour une raison très simple, c'est à cause de l'impermanent loss. Je vous mets le court extrait de la vidéo, j'avais fait un short dessus. Vous allez comprendre ce que c'est. Si vous avez des questions sur l'impermanent loss juste après, il n'y a pas de souci. Vous perdez de l'argent chaque jour sur les pools de liquidité et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la différence entre si vous aviez holdé une crypto et le fait de l'avoir mis sur une pool de liquidité. Vous allez comprendre en quelques secondes. Donc, admettons que j'injecte de la liquidité sur un pool Osmo Atom. On va dire que l'Atom, au prix où je l'achète, il est à 8 $ et l'Osmo, il est à 70 centimes. Aujourd'hui, je constate que l'Atom est à 12 $ et que l'Osmo est à 80 centimes. Donc il y a une différence de prix entre les deux. Et là, on peut constater que j'ai une impermanent loss de 0,92%. Pourquoi? Eh bien parce que si j'avais tout simplement acheté le token Osmo et Atom par exemple pour 500 $ pour l'exemple ici, eh bien j'aurais obtenu 1321,43 $. Alors que là, actuellement, sur la pool de liquidité, eh bien je suis à 1309 $. Donc il est important quand vous choisissez votre pool de choisir des tokens qui se suivent à peu près dans les fluctuations entre eux. Vous perdez... Voilà, donc ça c'est super important à prendre en compte quand vous faites de l'investissement sur la DeFi, sur les pools de liquidité en général. C'est super important à prendre en compte. Vraiment. Parce que si vous allez... je vous explique dans les cas dans lesquels vous pouvez vous faire avoir. Un cas très simple. Vous avez une crypto qui vient de débarquer. Bah, tiens, juste après on en parlera. Mars Protocol. Vous allez acheter votre Mars Protocol... Et vous allez acheter à côté votre Osmosis pour ajouter de la liquidité sur la pool Osmosis Mars Protocol. Donc vous allez aller dessus, sauf que vous êtes avec une crypto qui est l'Osmosis qui a des fluctuations qui sont assez faibles en fait. Et d'un autre côté, vous avez Mars Protocol qui vient à peine d'arriver sur le marché et donc les fluctuations sont très 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 fortes au début. Donc vous allez faire beaucoup d'allers-retours sur le prix et donc là, vous allez vous manger un impermanent loss extrêmement important dans la mesure où les deux cryptos ne se suivent pas. Et c'est ça en fait le danger. C'est quand vous avez deux cryptos qui ne sont pas corrélés, plus ou moins, eh bien vous allez subir en fait une impermanent loss assez importante. C'est pour ça qu'une crypto qui vient à peine de sortir face à une crypto qui est déjà là depuis longtemps, en général, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment que les APR compensent vraiment le risque que vous allez prendre. Parce que c'est ça le truc. C'est que les APR, en fait, ils sont là aussi pour compenser ce risque-là. Parce que de base, si vous comptez uniquement sur les swap fees, en tout cas sur le réseau Osmosis, sur Cosmos Hub à l'heure actuelle, mais c'est pas suffisant pour compenser les pertes que vous allez avoir sur l'impermanent loss, avec l'impermanent loss. Donc c'est pour ça que les APR sont vraiment fortement incentivés, au tout début en tout cas, justement pour inciter les personnes à venir, parce qu'ils vont perdre énormément d'argent sur l'impermanent loss. Donc voilà, si c'est pas clair, vous inquiétez pas, on fera une vidéo quoi qu'il arrive plus détaillée. Mais vous avez une vidéo plus longue si ça vous intéresse qui fait à peu près 2 minutes où j'explique exemple par exemple comment ça fonctionne. Voilà. Normalement après ça, vous devriez plus avoir de problème à savoir ce que c'est l'impermanent loss. Bon, je continue sur les questions là rapidement. Mais donc le principe de la DeFi n'est pas de vendre de la crypto dès qu'on a par exemple un profit assez conséquent. Bah, je sais pas, en fait là, le fait de vendre dès qu'on a un profit en soi c'est partout pareil quoi, c'est pas forcément lié uniquement à la DeFi, c'est lié à tout en fait, c'est toi qui take profit quand tu le sens quoi.
Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Yousmand. Oui, voilà, c'est pas simplement la DeFi. Si tu es avec de l'ETH ou de l'Atom, tu n'as pas forcément envie de les vendre. Donc, non, en soi, c'est pas la question. Je pense que c'est plus la question si tu es dans des protocoles assez risqués. Mais ça, c'est comme tu dis, c'est partout pareil. Chacun a son propre gestion des risques. Certains commencent à vendre dès maintenant, d'autres cherchent juste à accumuler. C'est chacun a sa propre gestion, je dirais. Et c'est pas inhérent à la DeFi ou faire du trading, c'est pareil. Exactement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on avait prévu... Bon, j'embraye rapidement sur autre chose. Enfin, sur autre chose, c'est ce qui était prévu ce soir. Hein. Parce que justement, la question qu'on a juste après, c'est est-ce que c'est possible de présenter le protocole Mars de façon détaillée, s'il vous plaît? Bah justement, c'était prévu. C'est justement prévu. Merci pour ta question. Yes. Alors, tu as fait tes devoirs. On a tous fait nos devoirs, mais toi particulièrement, c'est vrai. Et tu vas nous parler de Mars Protocol et tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant et est-ce que ça vaut le coup d'en acheter maintenant surtout. Parce que le prix n'est pas encore stabilisé. Je disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de on verra après. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce que Mars Protocol? Alors, Mars Protocol, c'était un peu la sortie de la semaine sur l'écosystème Cosmos. La chaîne était lancée, le token est lancé, la plateforme n'est pas encore lancée. Parce qu'en fait, ils ont fait leur propre chaîne. Mars Protocol existait sur Terra Luna, Feu Terra Luna, avant le DPEG de l'UST. Et avec le DPEG de l'UST, Mars ont décidé, on quitte l'écosystème, comme beaucoup, et ils ont décidé de venir sur Cosmos, et particulièrement de se lier à Osmosis. Ils ont eu, je crois qu'ils ont eu un funding d'Osmosis, ils ont eu de l'argent d'Osmosis pour venir s'accoler à Osmosis, en fait. Et Mars Protocol est en fait un protocole de lending. Qu'est-ce qu'un protocole de lending? C'est exactement comme AAV, qui est le plus gros protocole sur Ethereum. C'est-à-dire, je vais pouvoir déposer mes cryptos, donc mes cryptos de l'écosystème Cosmos, mes Osmosis, mes atomes, je les dépose, et à contrario, une fois que j'ai déposé, je vais pouvoir emprunter d'autres cryptos. Et me faire soit payer pour déposer la liquidité, être payé pour déposer la liquidité, et payer en contrepartie pour emprunter. Donc c'est utile pour plein d'aspects financiers, soit pour prendre des positions avec levier, soit pour shorter des positions, pour vendre des cryptos sans avoir à les vendre. Ça, c'est très intéressant. Et ça manque sur Cosmos, parce que ça n'existe pas. Ou ça existe, mais sur des petites chaînes, c'est pas vrai. Maintenant, ça existe. Sur Kujira, par exemple. Pas assez... sur Kujira, je ne sais pas. Oui, on peut le faire sur Kujira. Oui, en mintant un stablecoin. Voilà, on peut le faire en mintant un stablecoin. Il y a Carbone où on peut le faire également. Mais soit tu n'as pas de choix, un grand choix étendu de crypto, soit le protocole est un petit peu bancal, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Ça reste embryonnaire. Et la particularité de Mars, ça va être de faire ça, mais de faire ça très bien. Et en plus, avec plein de fonctionnalités assez intéressantes, et dont une fonctionnalité qui, moi, m'intéresse énormément. Et c'est pour ça qu'ils launch avec Osmosis, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir déposer vos LP en collatéral. Donc, tu as une LP Osmosis Atom, ou je ne sais quel autre crypto. Là, actuellement, tu farmes, et c'est tout. Là, tu pourras avoir ta LP, donc tes $1000 de LP, que je vais déposer sur Mars Protocol en collatéral, $1000, pour emprunter de l'autre côté peut-être 500 ou $800 d'une autre crypto. Ça, par contre, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, sincèrement. C'est assez incroyable. En tout cas, sur Cosmos Hub, sur le Cosmos Hub, j'ai jamais vu. Non, sur Cosmos, c'est... Non, Crescent voulait le faire, je crois, mais ils en parlaient au tout début, mais
ça n'arrive pas et je ne sais pas s'ils vont le faire. Peut-être. Et non, ça n'existe pas sur AAV, par exemple. Ça existe parfois où tu as des tokens que tu peux mettre en collatéral, ça existe. Mais c'est rare. C'est rare, ça existe sur Solana, il y a des protocoles qui le font, c'est pas première mondiale. Mais sur Cosmos, ça n'existait pas. Et si c'est bien fait en synergie avec Osmosis, c'est très intéressant. Et en fait, protocole Mars protocole, c'est parmi les gros protocoles DeFi sur Cosmos à suivre avec des gens talentueux derrière. C'est pas un petit protocole, c'est vraiment un protocole intéressant à suivre et qui amène une plus-value, disons, à Cosmos. Puis c'est le lending et on va dire avec les DEX, c'est les bases de la DeFi. Tout à fait. Il y a même, de ce que je vois, il y a même un système, comme tu peux le voir, on l'a déjà vu, mais le NFT Credit Account. Est-ce que tu as regardé un peu? Alors là, tu me prends au dépourvu, mais je pense que c'est le fait que quand tu as une position, tu as un NFT qui reflète ta position. Je crois, bah là tu le vois, je vous l'envoie directement. Je vous l'envoie la doc, de toute façon on pourrait le voir en direct. Hop, je vous le mets là. Rover Credit Account je will pense be que ça, present NFT in a wallet, many of the distinct Rover, similar to Upsub account experience familiar to users centralized exchange. This open up and range of potential use cases including identity, transfer sale. Oui, en fait ça reflète, c'est... Ok, non, ouais, c'est ça. Ça reflète ton identité. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt que sur l'interface utilisateur. Ça ressemble à c'est plutôt que tu pourras du coup créer des comptes en fait. Tu pourras, en fait, ton compte Mars sera représenté, inscrit dans un NFT. Donc tu pourras créer plusieurs comptes avec une même wallet. Donc c'est très intéressant. Par exemple, si d'un côté tu as envie de faire des trucs très risqués et avec une petite somme, bah, tu pourras le faire sur la même wallet que sur un autre compte, tu feras une position beaucoup moins risquée, sans risquer de te faire liquider d'un côté et que ça liquide tout ton compte. C'est ce qui se passe en trading où tu peux faire plusieurs comptes différents, des sub-accounts, sans risquer. Ouais, c'était le cas sur FTX notamment, ouais. C'est facile à faire en plus, ouais. Oui. Feu FTX. Par exemple. Non, c'est vrai, bah oui, c'était pratique ça, le fait d'avoir des... Bah les sub-accounts, je m'en servais surtout pour... En fait, je crée un sub-account, je mettais une clé API, et en fait, je mettais un bot qui permettait de n'aller que sur ce sub-account. Ça évitait ça évitait de propager un problème partout sur tout mon portefeuille. Et là, c'est vraiment pratique. Exactement, du coup, comme ils le disent... Bah en fait, tout est dit. Hein. D'ailleurs, c'est super simple à comprendre. La doc est vraiment bien faite. Ça. Il dit similar to the sub-account experience familiar to users centralized exchange. C'est exactement ce que tu disais. Et par exemple, quelque chose qui va être très intéressant à faire sur Mars, c'est par exemple de faire avoir des positions en levier avec un token natif et un token de liquid staking. Et du coup, qui va permettre, ça on fera une vidéo plus détaillée pour expliquer comment le faire, mais ça va permettre sans trop de risques en fait d'augmenter vos stacking rewards façon assez comment dire, ça va pas tomber dans votre wallet, c'est d'une façon comment dire, reflétée dans la position, et en fait ça va vous permettre avec $1000 d'atomes, où en principe vous aurez $1000 d'atomes stackés, vous allez pouvoir créer une position DeFi sur Mars Protocol en déposant des atomes, empruntant des ST atomes. Ah, tu veux faire une boucle en fait. C'est ça, et de faire des boucles, donc du coup de créer une position, d'avoir en fait, au lieu d'avoir $1000, faut expliquer les dangers de la boucle. Oui, non, mais alors, en fait, il y en a bien moins avec ce type de boucle. Parce qu'en fait, tu empruntes et tu déposes et tu empruntes un token qui est censé avoir le même prix. Ou sensiblement le même prix, puisque tu empruntes de l'atome et tu redéposes de l'atome. Donc le prix va se suivre. Et en fait, ça va te permettre avec
assez peu de risques, passer de 1000 $ d'Atom à 2000 $ d'Atom. Sauf qu'en fait, mais tu fais Atom stacké. Tu fais un levier en fait, à chaque fois tu vas avoir un En levier. fait, tu fais un levier sur ta position en stacking en fait. Puisque tu empruntes à chaque fois, tu augmentes ta position en ST Atom, mais à la place d'avoir de l'Atom. Et du coup, ta position en staking, si tu la laisses assez longtemps, étant donné que le prix du ST Atom va augmenter face à l'Atom, voilà, c'est là. tu vas te retrouver avec plus de reward de stacking. Donc c'est assez intéressant d'avoir des positions comme ça et de faire des boucles. Surtout au début, où je pense qu'au début de Mars Protocol, les frais pour emprunter seront assez faibles et vous serez peut-être même incentivisé à emprunter ou à déposer. Il y aura des incentives, je pense. Donc c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant à faire, peut-être en token Stride. À faire en Stride. Alors moi je parle de Stride, même s'il y a Quicksilver. Parce que Stride, Mars, Osmosis, c'est un peu tout lié à Osmosis en fait. Stride est très lié à Osmosis, donc j'anticipe déjà que Stride sera plus incentivisé et mis en avant qu'Osmosis, étant donné qu'Osmosis a la particularité d'avoir ses préférences. Hein. Ils ont préféré Axelar que Gravity. Osmosis a choisi quelqu'un et le met en avant. Je pense qu'ils feront pareil avec Mars Protocol fera pareil avec Stride. Et par contre, bon, si vous savez, là, je viens de dire quelque chose. Si vous ne savez pas comment faire, ne le faites pas. Non. Attendez qu'on fasse une vidéo de comprendre comment ça marche, comprendre les risques, parce qu'il y a des risques. Sur Solana, quand il y a eu la DPEG d'FTX, on a failli se frôler la catastrophe puisque le cours des tokens en liquid staking et du Solana ont DPEG, ne se suivaient plus à cause des liquidations. Ça a été terrible, tout le monde s'est fait liquider alors que c'était des positions très simples, safe et qui n'avaient pas de risque. C'est ça. Et le pire, raté. Voilà, c'est ça. Donc il faut jamais dire qu'il n'y a pas de risque sous prétexte que ça. C'est ça, c'est ce que je dis. Le risque est réduit, mais il y a toujours un risque. Même avec les stablecoins, vous avez des risques. Hein. L'UST en était la preuve. Hein. Et les mecs qui, et je peux vous dire que les mecs qui étaient sur Osmosis avec un délai d'unbunding de 14 jours, c'est ceux qui ont dû souffrir en silence, hein. Vraiment. Parce que eux, ils ont vu leur portefeuille disparaître au fur et à mesure du temps, et en plus de ça, ils pouvaient rien faire. Au moment où ils ont eu l'idée de sortir, c'était déjà trop tard. Tous les jours, ils voyaient leur bag se réduire et disparaître. Et surtout que c'était le bag, comme tu dis, c'est que tu avais un bag d'UST, mais en face, tu avais un bag d'Atom. Ah oui. Et tu t'es retrouvé qu'avec de l'UST qui vaut 0, qui vaut rien du tout. Exactement. Ouais, c'est ça, parce que comme vous le savez, dans un pool de liquidité, ça doit toujours s'équilibrer en valeur. Du coup, forcément, on va vous donner... Vu que les mecs voulaient récupérer leurs atomes, ils vous donnaient de l'UST. Donc forcément, vous vous retrouviez avec des bacs d'UST énormes et des bacs d'atomes quasi inexistants. Donc les mecs, quand ils sont re-rentrés, enfin quand ils sont sortis, au moment où vraiment ils ont pu sortir, ils avaient que de l'UST, sauf que l'UST valait absolument plus rien. C'est ça. Donc en fait, ils ont perdu sur les deux tableaux. Ouais, et ça c'était dur. Malgré les aspects. Ça c'est le risque du LP où même si tu as les deux assets, à la fin, si un asset se casse la gueule, tu perds tout. Exactement. Tu restes qu'avec l'asset qui ne vaut rien. On en revient. Qu'est-ce que l'impermanent loss? Et je vous invite encore une fois, si vous n'avez pas compris ce que c'est, à re-regarder la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Venez, posez-nous des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je sais que le concept d'impermanent loss, c'est pas un concept facile à comprendre au tout début. Donc si vous avez des questions, vous les posez. Pareil pour le concept de boucle. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne concrètement, vous venez nous poser la question. Si vous ne savez pas ce que c'est le borrowing, le lending, etc., venez nous poser les questions plutôt que de le faire vous-même et faire n'importe quoi et au final perdre de l'argent. Vous posez les questions d'abord pour vous renseigner techniquement ce que c'est. Et nous, on vous répond sur Discord, sur YouTube, ici d'ailleurs. Vous nous posez la question, on vous répond. Si c'est technique, on va essayer de faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Et du coup, Mars, pour en venir à Mars, la chaîne est live, le token est live, le protocole, donc on va dire le site, sera ouvert le 7. Il y aura la possibilité de déposer de l'Atom, de l'Osmo et de l'USDC d'Axelar.
en quantité limitée, on va dire qu'il est en bêta test. Donc là, c'est pareil. C'est risqué d'aller dès le premier jour. Même si ça sera peut-être intéressant, risqué. Parce que s'il y a une faille, s'il y a quoi que ce soit, vous serez le premier explosé, vous êtes le bêta-testeur. Même s'ils ont sûrement fait des tests, on ne sait jamais. On rappelle qu'Osmosis, après une mise à jour, ils ont subi un hack. Même si quand tu es aux premières loges, tu as un risque. Mais c'est bien quand même. Franchement, je trouve que c'est bien. Parce que là, on évolue tous ensemble, on va dire. Toutes les personnes qui sont là au début, quand on leur parlait de yield farming, de pool de liquidité, ça leur paraissait abscon. Et elles se disaient, c'est quoi ça, c'est trop compliqué et tout. Et en fait, petit à petit, sur la chaîne, même ici, on commence à apprendre de nouvelles choses. Et là, la nouvelle étape, c'est de savoir comment faire du lending, comment faire du borrowing. Donc en fait, comment emprunter, comment emprunter, et comment faire des boucles, etc. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore quand on va faire la vidéo, mais on va faire une vidéo dédiée à ça. Disons que la chance, je vais être un peu ironique, mais la chance qu'on a, c'est que comme Cosmos, enfin l'écosystème Cosmos est en retard au niveau DeFi, on peut suivre l'évolution où en fait ils font pareil qu'ailleurs, il n'y a rien de très nouveau, mais comme c'est nouveau si vous ne suivez que l'écosystème Cosmos, c'est nouveau pour vous, et donc vous avez le temps de suivre les évolutions petit à petit. Mais oui, c'est des choses qui sont à droite à gauche, et quand vous voyez ce qu'ils font sur le TH, où ils commencent à faire des trucs encore plus complexes, où là vous commencez à vous gratter la tête parce que vous comprenez pas trop. Là, ça reste quand même simple, et surtout, ça reste des protocoles plus simples d'utilisation sur Cosmos. C'est ce qui est bien, c'est que les contrats, c'est beaucoup plus simple à utiliser que sur ETH. Moi, j'utilise un peu ETH de temps en temps. C'est chiant, tu dois faire 45 transactions pour faire un truc. Sur Cosmos, tu fais une transaction, tu défais. C'est très bien, très agréable. C'est ça. Si vous n'avez pas de questions sur Mars Protocol, j'aimerais vous parler rapidement d'autre chose. Et encore une fois, on va dire que je fais de la pub pour mes propres shorts, mais mais moi je trouve que c'est pas mal. Sinon, parce moi que... j'ai plein d'autres sujets. Moi. On verra juste après, il n'y a pas de souci. Mais comme tu m'as parlé d'Ethereum, j'ai tout de suite pensé, j'ai tilté sur ça. Je me suis dit, les gars, quand vous utilisez pratiquement tous MetaMask, on est d'accord, même moi j'utilise MetaMask. Sauf que sur MetaMask, on n'est pas tous des génies et on n'arrive pas tous à comprendre comment la transaction se procède, on va dire. Une fois qu'on a lancé la transaction, parfois on ne sait pas vraiment où elle va. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe concrètement quand on interagit avec un smart contract. Et justement, il y a des gars qui ont pensé à ça, qui ont créé un add-on qui se met sur Chrome et qui vous permet de voir concrètement, visuellement, facilement, à quoi vous devez vous attendre quand vous faites une transaction. Et ça vous image, en fait, ça vous fait des dessins, ça vous explique où ça va aller. Et ça vous évite, par exemple, de valider n'importe quelle transaction qui pourrait envoyer vos NFT sur des wallets qui ne sont pas à vous. Ça vous évite aussi de valider des smart contracts qui vont vider votre wallet. Et d'ailleurs, il y a un point positif, c'est qu'en fait, ça vous protège même sur Ledger. Parce que comme vous le savez, sur Ledger, évidemment, ça vous protège des attaques extérieures et tout, mais si vous validez n'importe quoi sur votre Ledger, vous pouvez autant vous faire scam que quelqu'un qui n'a pas de Ledger. Donc oui, c'est possible aussi de se faire scam sur Ledger, si vous faites n'importe quoi. Et grâce en fait à cet outil qui est 100% gratuit, il n'y a pas d'OP sponsor encore une fois, je le rappelle, vous pouvez en fait visualiser la transaction avant qu'elle ait lieu. Je vous montre rapidement le short, comme ça en même temps, vous voyez. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Vous avez sûrement vu la vidéo. Ouais, c'est super cool cette extension. Ouais. Et en plus de ça, c'est 60 secondes, ça va, c'est pas trop long à comprendre. Les scams en tout genre. Et aujourd'hui, je vais vous donner la solution pour éviter de vous faire arnaquer, de vous faire scammer sur MetaMask. Vous avez sûrement déjà expérimenté le wallet MetaMask et vous êtes rendu compte assez vite que c'était assez compliqué à comprendre, surtout quand on interagit avec un smart contract. Eh bien, j'ai la solution pour vous aujourd'hui, j'ai Joinfire. Joinfire, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser clairement, avant que vous fassiez une transaction, ce qui va se passer. Vous ne perdrez plus vos fonds bêtement et vous garderez le contrôle sur votre wallet. Joinfire, c'est disponible sur Chrome, c'est super simple à installer et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Pour faire simple, Joinfire va te faciliter la visualisation de la transaction sur un smart contract.
ce qui fait que tu ne pourras plus normalement te faire scam, car tu verras exactement ce que fait ta transaction. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous like et on se retrouve pour de prochaines. Voilà, donc en fait ça se présente comme ça. Donc c'est une extension Chrome que vous pouvez voir là. Et en plus de ça, hein, c'est vraiment, c'est le truc vraiment cool, c'est que vous pouvez mint un NFT. Vous pouvez aller mint un NFT, c'est gratuit, c'est un free mint, donc vous n'avez rien à payer, mis à part les frais de transaction. Ça sert pas à grand chose pour l'instant, mais on sait jamais. Y en a, je ne sais pas s'il y a une peut-être un airdrop, s'il y a un token. Exactement, peut-être qu'un jour il y aura un airdrop. En tout cas, c'est un free mint. Donc si vous pouvez le faire gratos, faites-le, hein, ça coûte rien. Je vais montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, le site. Et donc là, voilà, vous pouvez voir qu'ici, vous devez choisir en fait votre NFT. Et vous avez des NFT de caca. Et en fait, les NFT de caca, il faut pas les mint. Regardez. Et en fait, ça vous explique le concept. C'est qu'en fait, ça vous montre ce que vous allez faire avant que la transaction passe. Ce qui fait qu'en fait, là, vous voyez que c'est un NFT qui est dangereux. Il faut pas que je le valide celui-là. Donc celui-là, hop, je dis non. Parce que là, vous voyez, ça se présente comme ça. Et ça vous montre ce qui va se passer. Donc là, vous voyez asset out, asset in. Donc ce que je vais acheter. Et combien je vais l'acheter surtout. Et donc là, je dis non, j'en veux pas. Donc je ne valide pas la transaction dans la mesure où je viens de comprendre que c'était pas du tout dans mon intérêt. Et si vous regardez bien, là, je vais vous montrer sur le wallet MetaMask, comment ça se passe normalement. Là, vous comprenez pas vraiment ce qui va se passer. Juste avec ces informations-là, vous comprenez pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez avoir à la fin. C'est pour ça que vraiment Jonfire vous facilite la vie. Bon, vraiment, quand j'en parle, on dirait que j'ai été payé par eux, tu sais. Alors ça vous facilite, ça révolutionne. Pour montrer que t'es pas payé, moi je veux dire l'alternative que j'utilise, l'alternative à MetaMask. Je sais que toi t'aimes pas, mais je vais quand même en parler. Non, c'est pas que j'aime pas. Rabbi. Non, c'est bien Rabbi. C'est le wallet Rabbi où je pense que si t'es débutant, que t'as jamais t'es pas encore captif de MetaMask, aller sur Rabbi, c'est vraiment pas mal. C'est fait par les gars de Debank, qui est un site DeFi de data super cool. Ouais. Moi, j'utilise Rabbi. Et c'est pareil, sauf que là, c'est un wallet. C'est vraiment un wallet, c'est pas une extension. Donc, c'est une alternative à MetaMask. Ça, comme l'extension Fire, quand vous faites des transactions, ça vous les traduit, ça vous fait des transactions qui sont lisibles par un humain. Et ça vous permet de voir toutes vos positions dans le wallet. Très facile, contrairement à MetaMask où c'est galère de changer de chaîne. Moi, j'utilise beaucoup de chaînes, donc c'est chiant quand même d'avoir toutes ces chaînes, ces extensions avec. Alors, j'ai Optimism, j'ai Fmos, j'ai Canto, j'ai XY. C'est chiant sur MetaMask. Sur Rabbi, tu vois tout. Ton wallet te dit, tu as tant d'assets sur telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Ça te dit les positions DeFi. Par exemple, j'ai pu voir que j'avais oublié des tokens en LP sur une chaîne sur MetaMask. Si tu ne l'utilises pas, tu vas peut-être oublier, tu n'y penses plus. C'est vrai. Là, tu vois tes NFT. Tu peux révoquer les contrats. Je pense que tu feras un short aussi sur ça. Tu peux révoquer les contrats directement dans le wallet. On avait fait une vidéo, mais je vais en faire un short, t'as raison, ouais. C'est une bonne idée, ouais. Ce sera pour simplifier au maximum et condenser, ouais. Il faudrait que j'explique et je vous le dis rapidement, n'oubliez jamais de révoquer vos wallets. Une fois que vous avez fini l'utilisation d'un smart contract, révoquez la wallet parce que derrière, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et ce qui peut arriver, c'est ce qui est arrivé à Redboard il y a quelques mois maintenant, où il a perdu tous ses fonds, il s'est fait vider sa wallet parce qu'il avait oublié de révoquer un contrat qui datait de plus d'1 an. Donc, j'en ferai un short, je vous en parlerai de toute façon en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais moi j'irais même plus loin. Moi j'utilise la solution hardcore. Tu crées un nouveau wallet à chaque fois? Ouais, je crée un nouveau... Enfin, c'est hardcore, mais en même temps, c'est... c'est pas hardcore mais et aussi une solution de rat, en fait, de rat mort. Puisque quand tu approuves plein de contrats, après, pour les révoquer, c'est une transaction. Donc sur ETH, c'est 2-3 balles à chaque fois. Et si tu es même sur des layers 2, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ouais, je le ferai dans la semaine le short pour expliquer, t'as raison, Moi, c'est un peu urgent de l'en parler. Alors,
que j'ai vu des mecs qui sont bien. venus sur Discord pour me dire que leur fonds avait disparu, comme ça par magie. Donc vaut mieux quand même que je l'explique, parce que sinon les mecs ils pensent que parce qu'ils sont sur une ledger, ils sont protégés à 100%. Oui, c'est ça. Même sur une ledger, tous les 6 mois, 8 mois, 1 an où il s'est rien passé, je change tout, j'envoie mes fonds sur une autre adresse et puis terminé. Voilà, L'autre, je garde la seed au cas où. Non, mais... Oui, non, je comprends. Non, mais va voir. Là, je vois mes contrats sur ma wallet, j'ai peut-être 20-30 contrats qui sont approvés, voire 50. C'est... Déjà, c'est feignant de tous les retirer. Alors que, transférer ces assets, ça reste assez rapide. C'est quoi? C'est 5-6 transactions, 8 transactions. Moi, j'ai pas... Tiens, regardez. Vous avez ça comme site, notamment. Voilà, revoke.cash. Voilà, ça fait... Il y en a plein, il y en a plein. Mais tu peux le faire directement sur Etherscan si t'es vraiment envie de le faire. Mais ouais, t'as plein de sites et c'est assez utile, surtout quand c'est des trucs risqués. Et on n'oublie pas, sécurité, c'est bien d'en parler à chaque fois. Mais on segmente ses wallets. On fait pas tout sur le même wallet. On met des assets sur différents wallets. Tout ce qui est très risqué, on le fait sur un wallet où on n'a pas trop de fonds. Ce qui est moins risqué, on peut laisser un peu de fonds. Mais c'est bien d'avoir 3-4 wallets et pas tout le son d'argent sur un seul wallet. Ça, si on fait une bêtise, on perd que une partie, pas tout. Alors, comme tu disais, parce que c'est pas bien ce que tu as dit que j'aimais pas Rabbi, c'est pas tout à fait ça en fait. Je vous explique rapidement pourquoi je n'ai pas adopté Rabbi. C'est pour une raison très simple, c'est qu'à un moment j'étais sur Diffusion Finance, donc j'étais sur Evmos quoi. Et en fait, Rabbi m'a posé un problème, c'est qu'il m'empêchait. J'étais aussi sur Orbital Ape d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que j'avais MetaMask, Rabbi et je sais plus quelle wallet exactement en même temps, j'arrivais plus, ça bloquait complètement. Et au début, je me suis dit, mais d'où ça vient? Et je comprenais pas. Et du coup, j'ai ouvert un ticket auprès d'Orbital Ape parce que je comprenais pas pourquoi sur leur site ça fonctionnait pas. Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais Rabbi qui restait ouvert et qui en fait me posait problème derrière et m'empêchait d'ouvrir mes wallets parce que du coup, il passait avant mon wallet MetaMask. Et oui, c'est ça. Si tu as plusieurs wallets, ça peut rentrer en conflit. C'est ça. Même si tu as une option pour pour prioriser, le faire passer derrière pour prioriser MetaMask ou prioriser Rabbi. Moi, j'ai pas trop de soucis, mais c'est vrai que parfois, peut avoir un souci parfois. Ils s'ouvrent en même temps, tu vois, et en fait, je m'en rendais pas compte, et du coup, à cause de ça, j'étais bloqué. J'arrivais pas à retirer mes fonds. Pendant une semaine, j'étais bloqué. Et je comprenais pas d'où ça venait. Du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai retiré Rabbi, et c'est pour ça. Mais j'ai rien contre Rabbi, hein, attention. Hein. Je me fiche complètement de savoir sur quel wallet je vais. L'important, c'est là où je me sens le plus à l'aise et là où je suis le plus en sécurité. Moi, au contraire, ça fait peut-être 6 ou 7 mois. Enfin, ça fait 1 an que j'en ai plein de MetaMask. Ça me gonfle. Je trouve ça nul. Tu te rends compte qu'ils ont créé une extension de Johnfire parce que MetaMask, depuis le début, ils ont jamais pensé à simplifier. C'est une fois que tu as testé d'autres wallets, t'as plus envie de tester MetaMask. Tu repars 4 ans en arrière. C'est vrai. C'est chiant. Et j'essaye tout. Alors, sur ETH, tu as Rabbi et le wallet Frame qui sont très bien. Qui sont les deux seuls qui sont très bien. Après, il y a plein d'autres wallets où comme XDeFi aussi. XDeFi, il était super. Tu avais fait une vidéo. Eux, c'est encore mieux parce qu'ils ont toutes les wallets, toutes les adresses. Même Backpack qui commence à prendre ETH. Backpack qui aura mais tu vois, le problème que j'ai sur toutes ces wallets, c'est que tu as ETH, tu as peut-être Polygon, mais tu as pas tout le reste. Souvent, tu en as un où il te manque un endroit. Alors que MetaMask peut ajouter tant de chaînes que tu veux. Et Rabbi, ils sont très rapides pour ajouter. Genre, Evmos, il avait rajouté. T'es sorti 3 jours après. Tu avais. Tu la rajoutes à la main, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je veux dire. C'est Rabbi, c'est le problème, c'est que Rabbi, t'es captif de Rabbi, tu dois attendre qu'il soit eux qui fassent l'ajout. Tu peux pas trop ajouter de chaînes. Même si ça marche même si t'as pas ajouté de chaîne, parce que je crois que sur Rebu ça marchait. Mais sinon c'est difficile. Alors que MetaMask, tu es libre et tu peux ajouter n'importe quelle chaîne.
pas les wallets. Tout à fait, bah, c'est vraiment le point négatif que j'avais sur Rabi, mais après c'était entre autres, hein, le fait que sur MetaMask, c'est vrai, si vous savez vraiment vous en servir, si vous êtes suffisamment intéressé techniquement, normalement vous devriez pas trop avoir de problème. Mais j'avoue que c'est pas, le wallet le plus user-friendly. Il faut révoquer les adresses. Il faut aller de chaîne en chaîne pour voir les tokens qu'on a. Alors que maintenant, j'ai envie de dire, même si tu es un peu, même si tu es un peu, comme tu dis, user hardcore, on va dire, tu as le wallet Frame Wallet. Oui, bah justement, quelqu'un en parle. Frame.sh. Les deux, j'ai comparé avec Rabi. Les deux sont super. Moi, j'ai préféré Rabi parce que Frame, je sais pas, c'est. Mais d'ailleurs, il dit. J'ai utilisé les deux et les deux, je les trouve super bien. On peut rajouter, il dit maintenant des. Parce que moi, je l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas. Mais il me dit qu'on peut ajouter maintenant des RPC en manuel. Oui, on peut sur Rabi ou ouais, sur Frame. Sur Rabi. Sur Rabi, ouais. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est pas d'ajouter des RPC, mais c'est par exemple quand tu as une chaîne, parce que tu dois choisir les chaînes. Et tu n'as jamais toutes les chaînes. Si tu vas sur une chaîne où on est 3 à utiliser, par exemple, je sais pas moi, c'est quoi les forks d'Evmos? Il y a quoi? Il y a Berat Chain, il y a des trucs où tu. Non, mais Kanto, tu l'as, tu vois, par exemple, Kanto, tu l'as sur Rabi. Mais des trucs tout petits, un peu bizarres, tu vas pas forcément l'avoir dès le premier jour. Ou pour faire des testnets. C'est ça aussi, pour faire des testnets à la con. Sur Rabi, tu vas pas pouvoir le faire. Moi, je fais des testnets, je suis obligé d'avoir une autre wallet pour faire des testnets. Parce que sur Rabi, une chaîne bizarre, tu vas pas l'avoir. Ouais, par exemple. Et c'est là où j'utilise MetaMask. J'ai laissé au cas où. Et j'utilise pas Frame. Mais Frame est très bien aussi. Tu peux bien gérer toutes tes adresses, c'est assez intéressant. Voilà. Attendez, je voulais vous montrer parce que j'étais en train de faire quelque chose en même temps. Justement, c'est l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne. Bon, je peux pas tout vous montrer non plus, vous vous en doutez bien. Mais je vais essayer. Voilà, hop là. Ouais, ça sera bien. Là, j'y ai pensé en même temps, juste là en faisant le live. Je suis en train de révoquer un contrat. Donc là, j'avais laissé un contrat. Bon, c'est pas pour une grosse somme, c'était pour 1000 USDT. Et là, en fait, ça m'explique, ce que ça va faire sur mon wallet. Donc là, vous voyez l'adresse et vous voyez en gros ce qui va se passer. Et là, vous voyez par exemple qu'il y a 0$ qui vont être transférés. 0 USDT. Donc là, je sais que je ne suis pas en train de valider quelque chose qui va vider mon wallet par exemple. Donc c'est pratique à ce niveau-là. Donc là, en fait, je suis en train de révoquer un contrat. Hop, et voilà. Donc là, il vous donne l'indication de manière plus simple. Alors, il n'est pas encore disponible en français. Mais je pense que ça ne serait tardé si vraiment ça vous pose un handicap que ça soit écrit en anglais. Parce que le but vraiment c'est de simplifier les choses. Et comme je le répète encore une fois, il n'y a pas de publicité dessus et c'est totalement gratuit. Et c'est vrai que là on peut se poser la question quand même de comment ils se financent. Quel est leur modèle économique si tout est gratuit, tu vois. Je me pose la question aussi sur certains wallets. Je me dis, les mecs ils font tout gratuit au début. Alors peut-être que c'est juste un produit d'appel. Les wallets. Non, les wallets, je pense que tu as deux manières de te financer. T'as une manière, c'est à la Google, c'est ils traquent tes données, ta data et ils espèrent leur vendre un jour. Comme MetaMask d'ailleurs, qui traque nos données, hein. Ça faut le savoir. Hein. Comme tous les wallets en fait. C'est tous les wallets, tous les RPC, à part si t'es tout custom chez toi, ils ont tous ton IP et certains le stockent, certains le stockent pas, mais ils reçoivent tout. Encore plus chez MetaMask. Hein. Encore plus chez MetaMask, chez Kepler, chez tous. Certains ont sorti des tokens pour se financer. Là où ils se financent aussi, et qui est une vraie machine à cash, c'est l'onglet swap. Ouais. Tous, ils ont un petit swap. Mine de rien, ça rapporte. Ça leur rapporte une fortune à chaque fois, ouais. Ils prennent un petit et si t'as 8 millions d'utilisateurs, même si t'as facilement 1000, 10 000 personnes qui s'en servent, ça te génère des frais, des revenus facilement. Ou avec le Fiat On-Ramp pour avec ta carte bleue. Tiens, explique passer par un prestataire. Explique ce que c'est la différence entre On-Ramp et Off-Ramp. On-Ramp, c'est
je achète avec mes euros des cryptos. Off-ramp, c'est je passe de mes cryptos en euros. Donc je rentre du Ponzi, je sors du Ponzi. Mon Dieu, faut que tu arrêtes avec ces termes. Et et là souvent, là c'est là où tu génères des frais. Souvent ils prennent 1%, 2%. Parfois il y en a ils prennent encore plus, 3%, 4%. Bon, là tu comprends bien que c'est des grosses sommes, ça génère des revenus maximum puisque t'as pas grand chose à faire de gérer ça, et ça génère de l'argent si t'as beaucoup de volume. Donc c'est comme ça que les wallets se font de l'argent. C'est ça. Plus certains, c'est au tout début, souvent les premières wallets, elles sont développées parfois par la chaîne elle-même, parce que t'es obligé d'avoir un wallet pour utiliser ta chaîne. Donc souvent c'est des personnes liées à la chaîne qui font ça seules en fait. C'est ça. Il y a une question de Alex 2003 du 69, comme ça c'est précis. On doit faire quoi avec nos transactions sur MetaMask pour être safe? Tu dois faire attention à ce que tu valides, et en fait Joinfire, du coup, comme je disais il y a quelques minutes, c'est un outil qui va te permettre de visualiser concrètement ce qui se passe, parce que c'est pas toujours très simple sur MetaMask de voir ce qui se passe, et là ça te dit concrètement ce qui va se passer, donc ça t'évite de valider n'importe quoi. Alors évidemment, c'est par exemple alerte, évidemment, tu dois rester alerte, mais ça va te faciliter la vie. Si par exemple tu es en train de faire une transaction, parfois il y a des transactions, rejoins cette liste, ou mint ce NFT, et que tu vois que quand tu cliques sur mint le NFT, ça vide ta wallet. Joinfire va te dire, êtes-vous d'accord de transférer tes ETH, tes NFT XY à cette adresse, alors que toi tu voulais mint un NFT. Sur MetaMask, tu vas voir juste des chiffres, tu vas rien comprendre. Avec Joinfire, ils vont te montrer que tes NFT vont partir, que tes cryptos vont partir. Sur Rabi, par exemple, ils disent position avant du wallet $10,000, position après moins 5000. Tu vas dire, oula, il y a un souci. Non, je n'approuve pas cette transaction, je m'en vais. Alors que sur MetaMask, tu t'en serais rendu compte après. C'est ça. Sur un mauvais contrat. Exactement. Il y a deux sources de hack, c'est soit ta seed phrase, tu as stocké sur ton ordinateur, vérolé, fait voler, ou signer un mauvais contrat qui te fait te vider ta wallet. C'est les deux principales sources de se faire scam en crypto. C'est ça, exactement. On a une question, parce que tant qu'on est là, il faut répondre aux questions aussi. Salut, quel moyen le moins cher d'acheter de la crypto hors DEX de fiat en crypto? Ah, c'est une bonne question ça. Alors on avait fait une vidéo, justement. Putain, je vais remettre toutes mes vidéos. Ce soir, on va faire un maximum de vues. Non, plus sérieusement, on avait fait une vidéo qui s'appelait convertir tes cryptos en cash. En fait, ça marche dans les deux sens si tu veux. C'est-à-dire que si tu veux passer hors DEX, donc de fiat en crypto, la solution la moins chère, évidemment, c'est les SEX. Donc tu passes par Binance, Crypto.com, c'est là où en général tu auras le moins de frais possible. Mais tout dépend après quel SEX tu veux. Tu veux des SEX avec KYC ou sans KYC? Parce que si tu veux sans KYC, par exemple, t'as comment on appelait t'as exactement ça c'est mon pèlerin. Ouais, mais ça c'est renommé. Ça c'est renommé, ça s'appelle comment maintenant? Non, c'est toujours mon pèlerin. T'es sûr? Non, il y a un autre nom. Attends, je l'ai sur mon téléphone en plus. Attends, je vais te retrouver le nom. C'est plus mon pèlerin. T'es sûr? Si. Attends. Mais c'est Bridge Wallet. Mon pèlerin, c'est Bridge Wallet. Non, c'est qu'en fait, c'est l'application. Ouais. Sur l'application s'appelle Bridge Wallet, mais sur Internet, tu as ce qu'ils appellent Mon Pèlerin, où tu peux en fait utiliser par virement bancaire, par carte. Tu peux acheter des cryptos et tu n'as pas beaucoup de frais. Tu vas voir. Le problème, c'est que je crois que là, ils ont augmenté les frais maintenant. Après, tu as les ATM si tu préfères. Après, mais bon, ça, c'est vraiment utile si tu veux pas faire de KYC. Binance, c'est vraiment pas cher en fait. En termes, si tu veux transférer de crypto. Voilà, c'est Monerium. Monerium, c'est quelque chose qui est nouveau, donc je n'ai pas. Monerium, ok.
Je n'ai pas dit toute la chose, je n'ai pas fait mes recherches, mes petits devoirs sur Monerium. Ok. Mais on m'en a dit le plus grand bien et je crois que ça permet de te créer un IBAN. Mhm. Donc là, par contre, il y a un KYC, mais je crois que pour nous, en tant qu'Européens, pour faire de on-ramp, off-ramp, non seulement c'est très intéressant parce que du coup, toi, ta banque, elle ne vire pas un exchange, mais elle vire à une autre banque qui n'est pas encore flaguée comme exchange. Ou pour plutôt faire de l'off-ramp, faire des virements, c'est assez intéressant. Et je crois que niveau prêt, c'est cadeau. Dans leur crypto, je crois que c'est des prêts qui sont ridicules. En tant que je vois plus. Vous passez vous passez par où, vous, pour limiter les frais pour acheter? Vous, c'est quoi sinon? Je vous pose la question aussi, hein, parce qu'on n'a peut-être pas forcément la meilleure solution. Hein. Après, moi, je peux passer par mon pèlerin, du coup, via Bridge Wallet, ou alors je peux passer... En fait, moi, je vais au plus simple, hein, je vous avoue. Si je veux transférer, ce que je ne fais jamais, malheureusement, parce que je n'ai pas acheté de crypto depuis très longtemps, j'en ai presque jamais acheté, en fait. C'est-à-dire, j'ai jamais acheté de crypto en euros, parce qu'à une époque, je minais. Donc, en fait, j'avais pas besoin d'acheter de crypto. Je les minais, donc je les obtenais entre parenthèses, gratuitement. Mais du coup, moi, la seule chose que je fais, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vends des cryptos à la limite pour obtenir des euros. Pour pouvoir payer les objets du quotidien, etc. Donc là, je passe par les wallets, par les cartes crypto. Évidemment, faut faire attention à ce genre de wallet, enfin ce genre de cartes. Parce qu'évidemment, il ne faut jamais oublier de les déclarer non plus. Mon pèlerin aussi, j'utilisais. Et j'utilise aussi parfois, de temps en temps, quand je vais dans certains pays, j'utilise des ATM. Ouais. Tout simplement des distributeurs automatiques de billets. Comme c'est le cas par exemple en Suisse, ou en Allemagne, ou en Pologne, ou autre. Vous avez des distributeurs comme ça, qui vous permettent de transformer vos cryptos en euros. Et évidemment, vous pouvez faire l'inverse aussi. Vous pouvez transformer vos euros en crypto. Bon. C'est ça. Bah moi j'utilise... Je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Oh mon dieu, c'est quoi ces questions? Le mec il me dit si c'est de l'argent sale on fait comment? Je ne veux pas être associé à toi, excusez-moi. Si c'est de l'argent sale, bah, tu vas au commissariat de police et tu déclares que c'est de l'argent sale et ils te feront payer des impôts dessus. Bah, enfin, s'ils demandent de... l'argent sale qui vient de la crypto ou qui vient des sites, bah, les sites en principe sont censés être régulés. La Monerium et mon pèlerin sont régulés en Europe, donc voilà, c'est le même argent sale que celui que tu as à la Société Générale. Il plaisantait, hein, bien sûr. Ah. Mais oui, ça c'est une question qui revient assez souvent, parce que c'est vrai que c'est pas de l'argent sale, hein, mais souvent les personnes qui veulent aller sur des exchanges sans KYC, c'est pour des raisons fiscales, ou plutôt d'évasion fiscale, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, effectivement, la question se pose souvent du est-ce qu'il y a un KYC ou est-ce qu'il n'y en a pas. Mais ou sinon, c'est pas la meilleure... Sincèrement, on fera un live un jour pour expliquer comment blanchir de l'argent, mais ce live sera privé. C'est pas comme ça. Voilà. Et on vous expliquera en détail comment le faire, et bien sûr, ça sera 5 euros. Monero, voilà, exactement. Comment donc, je plaisante, avoir des exchanges sans KYC. Je plaisante encore une fois. Comment... Oh mon dieu. Je plaisante. C'est très simple. Comment blanchir de l'argent suite à un hack et des scams, on vous expliquera, c'est très simple. Je vais dire à chaque fois, vous inquiétez pas, à chaque fin de phrase, à chaque fois que je sors une blague ou je troll, je vous dirai je plaisante pour être sûr que tout le monde a compris. En vrai, sans plaisanter, ça se fait très facilement. C'est quand même très difficile ceux qui ont... Moi, je pense toujours à ceux qui ont scammé des centaines de millions pour les sortir en crypto. Oui, Tornado Cash. Alors, Tornado Cash, c'est pas illégal d'en parler. Ce que vous faites, mais c'est pas le mieux. Voilà. Tornado Cash, franchement, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais fait une vidéo pour expliquer ce qu'était Tornado Cash, et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, j'avais dit faites attention parce que sur Tornado Cash, on pourrait blacklister vos wallets. Et ben, une semaine après, ils ont blacklisté les wallets de tous les mecs qui ont utilisé Tornado Cash. Ça allait très vite. Donc, c'est pas la meilleure solution, hein, sincèrement. Hein. Ça, non, c'est absolument pas la meilleure solution. Est-ce que tu la donnes, la solution, ou pas? Tu la donnes ou pas? Je la donne.
Bah, non, mais tu peux la donner. Dans le sens où... Oui, non, non, mais non, sans dire, c'est... C'est pas illégal, c'est pas illégal, parce que en soi, c'est ce que tu en fais qui est illégal. C'est comme le cash, par exemple. Non, mais voilà, je veux dire, sans expliquer comment faire facilement où aller, mais c'est beaucoup plus simple de blanchir de l'argent, d'envoyer de... Après, c'est toujours pareil, ça dépend de tes wallets. Si tu es le mec qui a scammé 400 millions et qu'il y a 1000 personnes qui regardent ton adresse, bon, c'est compliqué. Mais c'est plus simple d'envoyer tes fonds sur différents exchanges. Tu n'as pas besoin de KYC et d'envoyer des petites sommes, toutes les limites KYC sur différents exchanges à droite à gauche, plus ou moins exotiques, et de les envoyer entre exchanges, faire des petites... faire un petit méli-mélo entre exchanges à droite à gauche, et après revenir et withdraw tout ça proprement, ou passer par Monero et faire des conneries à droite à gauche. Que aller sur Tornado Cash où une fois que tes assets ils sortent de Tornado Cash, tout le monde sait que cette adresse elle vient de Tornado Cash. C'est ça. Donc au final tout perd de son intérêt quoi. Parce que c'est ce qui s'est passé, ils ont blacklisté toutes les adresses USDC qui venaient de Tornado Cash, ils ont même pas cherché à comprendre, ils ont fait un excès de zèle. Mais là j'ai une question aussi, du coup... c'est ça. J'ai une question là. Bon, là il me dit, le Didi, il me dit peu importe le KYC ou non, ou DEX ou SEX, peu importe pour lui, le meilleur pour vous en termes d'achat pour finir sur du MetaMask, Ledger ou Ethercore, donc les frais. N'achetant pas, je vais te le dire franchement, n'achetant pas de crypto, c'est-à-dire de euros à crypto, je fais pas ça, donc... ça va être compliqué de te conseiller à ce niveau-là, mais je dirais que en général, si tu vas vers Binance, si tu vas vers Kraken, je crois, sont pas mal. Aussi. Kraken, ils sont pas chers, aussi, en termes de frais. Ouais. Kraken, ils sont bien. Oui, Kraken, va vers Kraken. Kraken, je crois qu'au niveau des frais, ils sont pas chers, vraiment pas chers. Je sais que mon pèlerin était très bien, mais le problème, c'est que je suis revenu sur mon pèlerin. Mon pèlerin, en fait, tu as une crypto qui était le J-Euro. Oui. Et tu avais exchange 1 pour 1 entre euro et J-Euro, je l'avais utilisé. Donc là, c'était pour acheter ou pour vendre. Je crois que tu avais jusqu'à 10 000 euros sans frais. Donc c'était magnifique. Je l'avais fait dernièrement, les derniers. Mais là, je viens de regarder et c'est plus le cas. Tu veux acheter comment ? Par virement bancaire ou par carte de crédit ? Parce qu'en général, si tu payes par carte de crédit, c'est toujours plus cher. C'est ça, là tu peux acheter par virement. Moi je préfère faire des virements. Voilà, et par carte, tu peux acheter virement et carte, mais c'est par... Virement car moins cher ? Oui, oui. Alors dans ce cas-là, t'as Uther qui te dit justement sur Kraken, dépôt gratuit, et il y a des frais pour sortir en euros. Voilà. Donc toi, vu que de toute façon tu veux pas sortir en euros, tu veux juste en acheter, le dépôt est gratuit, donc autant en profiter. Ouais, t'as Binance aussi à 1 euro. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as le virement sur Binance à 1 euro, ouais. Retrait payant. C'est sûrement ce qu'il y a de... Ouais, en général, les sexes. De toute façon, où est-ce que tu peux faire un virement, mis à part sur un sexe ? Le jour où on pourra faire des virements sur des DEX... tu vois, par exemple, mon pèlerin, je redis mon pèlerin, qui est une société suisse, je crois que tu n'avais qu'à 1000 euros, tu pouvais, et jusqu'à 10 000 $ par mois et jusqu'à 1000 euros, tu pouvais faire 100 KYC. Donc, bien sûr, tu donnais ton compte en banque. En soi... ils ont ton identité, mais tu n'avais pas besoin de faire ta photo, leur donner ton passeport, savoir qu'à tout moment, ils vont leak les données et ton passeport sera sur le web. Donc, c'est toujours pas trop mal. Attends, là, il y a Uther Pendragon qui me parle de Transac. C'est quoi Transac ? Tu connais, toi ? Tu connaissais Transac ? Jamais entendu parler. Et sinon, on m'a parlé de Monerium qui est assez pas mal, avec le euro E. Mais j'arrive pas à trouver les frais qui... C'est quoi ça ? Je regardais la doc. Qui les appliquent. Ok. Ah, mais c'est un... D'accord, ok. Mais c'est un... Ok, c'est un... Enfin, c'est un add-on, quoi. Ok, c'est pas du tout pour nous. C'est un truc qui s'intègre sur les sites en plugin. Ok, d'accord, j'ai compris. Transac is a developer integration toolkit that enable board you buy and sell crypto any blockchain app, website ou web plugin. Ok, d'accord. Non, je connaissais pas. Bon, peut-être parce que je suis pas intéressé de base, mais merci de me l'avoir fait découvrir en tout cas. Ok, oui, oui, c'est ça, c'est un truc pour les devs, ouais. C'est pour l'intégrer au site. Ok, bon, c'est cool. C'est cool, merci. Du coup, pour répondre à ta question, comme ils te l'ont dit sur le chat,
t'as Binance, t'as Kraken dépôt gratuit, donc autant en profiter. Après, au-delà de ça, tout dépend en fait sur quelle crypto tu vas changer tes euros contre... sur quelle crypto tu vas changer tes euros. Tout simplement parce qu'en fonction de l'exchange, tu vas avoir un prix qui va être différent. C'est logique parce que même s'il y a de l'arbitrage, il y a toujours une différence de prix. Le plus, c'est pouvoir faire un swap euro, du coup USDT ou USDC ou euro C ou X ou Y. Ouais, comme ça après, t'es tranquille, tu vas où tu veux ensuite, ouais. Et voir les rates et voir si c'est intéressant, si t'as les mêmes taux de change en gros que le cours de bourse actuel, quoi. Tiens, là, j'ai un message de Stu, je l'avais pas vu tout de suite. Il me dit « Binance, ma déclaration d'origine des fonds est bloquée depuis plus d'un mois, du coup, je passe par Swissborg. » Ah tiens, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment ça, la déclaration d'origine des fonds? Dans le sens, Binance t'a demandé ou l'inverse? C'est plus l'inverse. Ouais, c'est plus l'inverse, c'est plus ta banque qui t'empêche de virer des fonds vers Binance en général. Non, ou plutôt l'inverse, ta banque qui t'empêche de recevoir des fonds qui viennent de Binance. Ah, les deux. Mais des fois, les deux. Mais maintenant, Binance qui sont soumis. C'est Binance a demandé. Mais c'est un peu le problème. Ça, on pourrait d'ailleurs en parler. C'est le fait que, en n'utilisant jamais de sexe, on va se faire avoir, puisque si tu n'as jamais viré de grosses sommes sur un exchange, que d'un coup tu envoies des grosses sommes, ils vont te demander de justifier d'où viennent ces fonds. Et tu vas dire, ça vient d'Atom, ça vient de je ne sais quoi. Et tu seras incapable de justifier. Et tu vas te faire flaguer, tu vas te faire bloquer directement dès que tu vas rentrer sur Binance. Attends, il me dit Binance limite à 500 € par an. 500 € par an? Non, c'est pas possible. C'est qu'il a pas fait de KYC. Ah oui, sans KYC peut-être, ouais. Attends, maintenant ils veulent s'assurer que les fonds sont pas d'origine suspect. Ils veulent fiche de paie justificative de relevé d'épargne. Mais t'as envoyé combien sur Binance? T'as envoyé 1 million d'euros ou quoi? C'est pas possible. Ah non, mais c'est l'inverse, c'est les virements qui bloquent. Je sais pas, moi aussi c'est Binance a demandé. Du coup, c'est quoi parce qu'on n'a pas très bien compris ce tout. C'est que t'as envoyé des sous sur Binance ou tu retires des sous de Binance? Non, moi je comprends, c'est qu'il a envoyé des sous sur Binance et que Binance n'a pas envie de blanchir de l'argent qui vient de n'a pas envie de blanchir de la drogue, et du coup il lui demande d'où vient ton argent. Mais non, tu blanchis de l'argent en crypto, c'est quoi? C'est la drogue ou le terrorisme, non? Je veux envoyer des sous via ACE. Quoi? Rien compris. J'ai pas compris ce tout, excuse-moi. Sur Binance, oui, tu vas envoyer des sous de Binance à ta banque. Via le Crédit Agricole. Ah, c'est ça, CE, Crédit Agricole. Mais non, CE. Non, Caisse d'épargne. Pardon, Caisse d'épargne. C'était dans ma tête, mais j'ai... Caisse d'épargne, ok. Via Binance à Crédit Agricole. Caisse d'épargne, pardon. Ok, on doit vous déchiffrer, les gars. Donc c'est de Binance à la Caisse d'épargne ou c'est l'inverse? J'ai pas compris. Attends, il va corriger, t'inquiète. Il a fait une faute de frappe, il m'a dit. Ok. Bon, dans tous les cas, oui, c'est pas rare. Moi, j'ai entendu des histoires comme quoi... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Vas-y. J'ai entendu des histoires comme quoi Binance... les banques empêchaient Binance de tout simplement envoyer des fonds dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, c'est assez rare quand même. C'est-à-dire que en fait, moi j'ai vu des gars qui n'arrivaient pas à faire des virements vers Binance, mais j'ai rarement vu des cas où Binance empêchait que tu retires ton argent vers une banque. En général, la banque, elle va te poser des questions, mais c'est la banque qui va bloquer tes fonds. C'est pas Binance, tu vois. C'est ça. Pour bien connaître la législation dans ce sens, donc la législation anti-blanchiment, antiterroriste, LCBFT, c'est ça, c'est en fait toutes les banques, toutes les institutions financières, en fait, dès que vous avez de l'argent en Europe, dès que vous avez contact avec de l'argent et des clients, vous êtes maintenant obligé en gros, de fliquer vos clients pour savoir d'où viennent les fonds. Donc, et au moindre doute, vous devez soit bloquer et demander justification des fonds aux clients.
Mais ça me paraît bizarre là quand même. Dans son cas, après, cas, il me dit que c'est Binance qui lui bloque, qui demande l'origine des fonds. Mais c'est pas logique parce que ça vient d'une banque, bizarre, ça vient d'une banque européenne, française, et il lui demande l'origine des fonds. Mais c'est pas à Binance de demander. Ils sont dans le même système. C'est pas logique. Bah si, en soi, si tu n'as pas fait de KYC, et si tu n'as pas fait c'est exactement pareil. Ils reçoivent de l'argent de clients. Je veux dire, il est au crédit, il a la caisse d'épargne. Et alors il a la caisse d'épargne. La caisse d'épargne. Mais oui, non, mais dès lors qu'il faut une première. En soi, mais c'est c'est exactement pareil. Non, Binance, je veux bien, c'est douteux, tu vois, quand t'arrives de Binance. Oui, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Je suis X ou Y. Je suis. Je sais pas, nous demain on a notre truc de gestion de crypto, ben on reçoit de l'argent de la banque Rothschild ou de la banque Crédit Suisse, ben d'une personne on reçoit d'un coup 2 millions, ben on va dire d'où ça sort, ça sort, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de ça me paraît bizarre de preuve de revenus, tu as gagné au loto, comment ça se fait? Mais c'est sa banque. Et tu es obligé. Sa banque dès lors que lui, par exemple, il va arriver à ta banque. Voilà, il va arriver à. Non, c'est pas pour 500 €, c'est autre chose 500 €. C'est quelqu'un d'autre, c'est Yoann qui disait que Binance limite à 500 € par an depuis qu'ils ont le PSAN, c'est autre chose encore. Non, ce que je me dis c'est que OK, il a envoyé de l'argent de Binance, de la caisse d'épargne. Il a envoyé de l'argent de la caisse d'épargne à Binance. Le truc, c'est que le jour où il est allé à la caisse d'épargne et qu'il a déposé, je sais pas, même s'il a déposé en liquide, ils ont vérifié normalement. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ils ont vérifié l'origine des fonds. Tu vois, quand par exemple vous allez à votre banque. C'est là où tu as tout à fait raison. Hein. Vous allez à votre banque, vous déposez, je sais pas, 20 000 € en cash. Évidemment, la banque, elle va vous demander l'origine des fonds. Elle va pas vous laisser déposer 8 000 €, 20 000 €, 30 000 €, ce que vous voulez en cash. Je crois que même j'ai des cas de mecs qui ont déposé 2-3 000 €. Oui, c'est même moins que ça en fait. C'est ça, ils ont vérifié, ils ont demandé l'origine des fonds. Et même parfois, en fait, c'est surtout c'est le problème, ouais. Il y a un truc qui est assez drôle, et ça, franchement, vous me dites ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vécu, c'est que vous voulez retirer du cash et on vous demande qu'est-ce que vous allez faire avec ce cash. Ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. On m'a demandé, la banque m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Je dois justifier de pourquoi je retire de l'argent. C'est n'importe quoi, tu vois. Ça, c'est le problème, c'est que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment à la tête du client. Où selon qui tu es, je vois des gens pour la même banque, et des cas similaires, je vois des personnes où ils ont posé des questions, et où moi j'ai eu aucun souci. Moi personnellement avec ma banque, j'ai jamais eu vraiment de souci avec mes conseillers bancaires et qui m'ont laissé faire. Alors j'entends certains, oui, oh là là, cette banque c'est horrible, c'est terrible. Moi, tout début, faire des virements en Estonie, ça passait et il n'y avait pas de souci en fait. Ils m'ont jamais posé de questions. Et ouais, d'accord. Et quand t'as envoyé les mandats cash, t'as pas eu de problème, ça va? Non, ça va, les Western Union. Ouais. Tu pourras demander à la banque de ce qu'ils font de ton argent. Tout à fait, effectivement, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Le problème, c'est que le problème, c'est que c'est en fait, on dit les méchants, c'est les banques. Mais en fait, les banques, ils suivent les réglementations nationales, en fait. En fait, le méchant, c'est l'Europe et la France qui traduit, parce qu'en fait, au lieu de gérer, d'employer des fonctionnaires pour contrôler, ça coûte moins cher de dire à la banque, toi qui contrôles, et si tu contrôles mal, prends une amende. C'est ça, exactement. Il me dit, oui, les banques, le Didi, il me dit, oui, les banques doivent justifier les sorties en espèces. Réponse, tu vas au casino, et alors? Oui, c'est vrai, mais bon... Je trouve pas ça logique en fait. Que j'explique d'où vient l'argent quand je le dépose, oui. Que j'explique où va l'argent quand je le retire, du coup, logiquement, mais ça ne les regarde pas. Je fais ce que je veux de mon argent. Si je leur dis, écoute, je veux cet argent pour acheter 1 kilo de cocaïne, qu'est-ce que ça peut leur faire? Tu vois? Bon, au bout d'un moment, je veux dire, ça sert à quoi de demander en fait d'où vient l'espèce, dans la mesure où de toute façon, le gars, s'il veut faire quelque chose d'illicite, il va pas le dire. C'est comme les mecs quand ils vont aux États-Unis, qui vont dans l'avion et qu'on leur dit est-ce que vous êtes un terroriste? Le mec il va pas répondre oui, tu vois. C'est quoi ces questions bizarres là? Non mais c'est ça aussi, le système bancaire et comme tu dis, le système au niveau européen c'est n'importe quoi. Je veux dire, on est fliqué comme pas possible.
On se demande même si on est maître de notre argent. En fait, la réponse est non de toute façon. Il n'y a qu'en crypto réellement où on est réellement maître de notre argent, où on peut transférer des millions d'euros à un claquement de doigts sans problème, peu importe notre niveau social, parce que ça c'est un truc qui normalement est réservé à des classes sociales assez aisées. Les mecs qui ont des milliards, ils peuvent le faire tranquillement sans problème, ils n'ont pas de complications. Mais pour quelqu'un qui est par exemple, je sais pas moi, qui est au SMIC, je sais pas, lui, par exemple, si on lui dit demain tu vas transférer 20-30 000 euros, il y a la banque qui va lui poser plein de questions. Alors qu'en crypto, le mec il le fait sans problème, tu vois. Il n'y a pas de condition de statut, tu vois. C'est clair. Et ça me fait penser à quelque chose, mais là on va partir un peu loin. Vas-y. Ce week-end, j'ai découvert qu'il y avait des WC publics. Tu devais payer en carte bleue et en carte bleue uniquement. Donc si tu n'as pas de carte bleue, tu ne peux pas aller aux toilettes. Ah oui. Et c'est pareil, c'est bancarisation au maximum. Donc pour aller au WC, celui qui n'a pas sa carte bleue ou tu es étranger, bah, tu payes des frais incroyables pour aller aux toilettes. Pour payer tes 50 centimes de toilette, bah, tu n'as qu'un truc paiement sans contact et c'est tout. Paye. Sachant que du côté du marchand, ça lui coûte des frais en plus, hein, la carte bleue. Non, parce que ouais, mais c'est même pas un marchand, parce que c'est une mairie. Ah oui, c'est la mairie, oui, donc oui. Ouais, c'est des WC publics municipaux, c'est ça, c'est même pas une entreprise. Une entreprise, j'allais te dire, ils font ce qu'ils veules. Le gars, il me dit, je pisse sur la porte dans ce cas-là, alors. Ouais, mais c'est ça, c'est incroyable. C'est genre, tu es interdit bancaire, je ne sais quoi, tu n'as pas ta carte bleue, bah tu ne rentres pas, tu ne vas pas aux toilettes. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus. Bah, là, on peut. On t'oblige de gré ou de force à être avec ta petite carte bleue. À être bancarisé, à utiliser uniquement la carte bleue, à ne pas utiliser de cash. On limite au maximum l'utilisation du cash. C'est ça. En France, c'est encore plus flagrant que dans les autres pays. Vous savez que dans certains pays, comme par exemple l'Allemagne, on peut être payé en cash jusqu'à un certain montant. Son salaire. C'est habituel d'être payé en cash. On peut recevoir des billets de 500 euros. Alors, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais à une époque, en tout cas, je me rappelle, c'était un prof d'économie qui me racontait que les mecs, ils recevaient leur salaire de 2000 euros en 4 billets de 500. Nous, en France, ça s'est arrêté très rapidement et on a tous l'habitude de faire des virements bancaires. Bon, pour des raisons de traçabilité et surtout pour des raisons aussi de sécurité aussi. Mais si on regarde la tendance globale de l'Union européenne et même la tendance globale au niveau mondial, on est sur une tendance où petit à petit, on veut éliminer le cash. En Europe, vous avez vu, de plus en plus, on limite l'accès au cash et il y a des billets qui sont en train de disparaître. Je crois que le billet de 500 va disparaître petit à petit. C'est déjà fait, il a été interdit. Ouais, voilà. Tu n'as plus le droit à avoir des billets de 500, je crois. C'est ça. Tu as dû les rendre. Donc tu as le billet de 500 qui a disparu comme tu me dis, du coup je pensais pas que c'était acté. J'en ai tellement entre les mains que je ne sais pas. C'est acté, c'est sûr, mais je sais pas s'ils ont obligé les gens à les déposer ou si tu en as encore un et ils les écoulent petit à petit, ils les font sortir petit à petit de la circulation. Peut-être que c'est ça, oui. Ou s'ils je crois que c'est ça, c'est dès que tu en déposes à la banque, il ne ressortira plus jamais. C'est ça. Bah, de toute façon, tu vas à la banque, essaye de retirer des billets de 500. Même des billets de 100, j'ai pas réussi. J'ai essayé. Chez moi. En tout cas, ils préfèrent toujours te donner des petits billets, des petites coupures de 20, 50, tu vois. Quand tu demandes 1000 euros, ils te donnent... Non, mais faut aller directement au guichet, tu leur demandes, ils te donnent une petite enveloppe en or avec 10 000 euros dedans en cash. Ouais, c'est ça. Mais le Didi nous dit, de toute façon, oui, il a... Non, après, tu peux choisir aussi. Après, tu peux leur demander aussi. Oui, bah c'est ça, oui. Les billets, tu peux leur demander. C'est ça, ouais. Tu peux leur dire, j'ai envie de retirer tant en billets de temps. Bon, par contre, peut-être ils vont dire, on les a pas, attendez la Brinks la semaine prochaine. Ouais, ça, c'est aussi un problème. T'imagines le nombre de cash qui circulent? C'est vrai que les mecs, ils doivent se dire, si on retire le cash des DAB... toutes les économies que les banques font, ils n'ont plus besoin de sécuriser des convois, ils n'ont plus besoin de s'occuper de quelqu'un qui va s'occuper de la sécurité, il n'y a plus besoin de DAB, tout se fait par carte. Bah, c'est vraiment le top pour eux. Ils ont une traçabilité complète de toutes les transactions. Bah, c'est surtout que c'est... Enfin, là, je suis d'accord sur ça, mais moi, sur l'autre côté où je vois, c'est plus facile de prendre des frais quand tu paies des cartes. Oui. Que prendre un frais sur un billet. Sur un billet, tu vas pas pouvoir prendre 0,1%. Par contre, sur des cartes, tu peux prendre 0x% facilement.
t'en rends même pas compte, et à la fin, ça fait des milliards, et toi, t'es bien content. Que tu prends le frais au commerçant sur le TPE, tu prends le frais X ou Y sur l'utilisateur, sur les frais de gestion de sa carte, sur X ou Y frais cachés que tu peux avoir, c'est plus simple, c'est bien plus rentable. Tu m'étonnes. Et puis la traçabilité, je pense qu'au niveau européen, ce qui a décidé le législateur, c'est surtout la question de traçabilité. S'ils veulent éradiquer le cash petit à petit, c'est à cause de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la crypto, c'est du cash numérique. C'est ce qui va nous sauver quand il n'y aura plus de cash. Ce sera la version dématérialisée du cash, donc ça sera dans la même idée, ça sera la même chose. Et en plus de ça, avec les blockchains Zero Knowledge qui arrivent, la sécurité sur les blockchains qui ne cesse d'augmenter, ça sera l'équivalent vraiment en termes de traçabilité du cash. On a une question là. Salut. Je suis assez d'accord. Je sais pas, c'est une question. Salut. Ce que j'aurais aimé trouver, c'est pouvoir payer mes factures avec la carte Binance, mais on est obligé de passer par un compte bancaire en Belgique avec toutes ces factures et j'explose la limite cashback. Ah oui, d'accord. Facture. Ok. Ok, toi tu fais partie des personnes qui utilisent la carte Binance ou crypto.com en général pour bénéficier du cashback, c'est ça? Donc toi en fait tu fais des apports en euros pour pouvoir les utiliser avec ta carte Binance. Ok, je vois. Je sais pas trop comment ça fonctionne en Belgique, je t'avoue que ça doit pas être différent de la France à ce niveau-là, parce que c'est un peu uniformisé au niveau du droit bancaire, c'est un peu uniformisé, non, au niveau européen, non? Oui, c'est assez similaire. Enfin oui, c'est même le principe, c'est pareil. On parle des quelques impératifs de traduction, sinon tout est uniformisé. Mais il a raison, tout, encore une fois, c'est vrai. Je le dis aussi, mais il a raison. Sur les billets, tu as une gestion manuelle très importante avec un gros risque de perte et de vol. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais les ATM, les DAB, les distributeurs automatiques, ils ne se remplissent pas de billets tout seuls. Il y a quelqu'un qui vient les remplir. Non, mais sans parler de ça, c'est tous les commerçants. Enfin, dès que tu as un caissier, dès que tu as quelqu'un qui manipule les billets... Ah oui. Puis tu perds du temps aussi. T'as ça. Tu perds du temps aussi. Ça, t'as tu perds du temps. Quand tu vas à la caisse, il y a des caisses spécialement, il y a des caisses spécialement carte bleue, justement pour éviter ça. Le caissier qui trompe quand il te rend la monnaie, il faut calculer, faire des actions, ça arrive à tout le monde. Qui utilise X ou Y, après tes billets, il faut les envoyer. Qui utilise le cash encore aujourd'hui? Moi, je suis un ayatollah du cash. Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas utilisé le cash. Ça fait aller. En toute franchise, ça fait depuis CryptoXer que j'ai pas utilisé le cash. Et à CryptoXer, j'ai juste utilisé du cash comme ça. Parce qu'il m'en restait. Mais sinon, j'utilise très 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 rarement le cash. Je crois que je suis en full carte bleue. La plupart du temps. C'est même sûr et certain que j'utilise jamais de cash. Tout simplement parce que je trouve que c'est plus pratique d'utiliser sa carte bleue. Que j'ai pas de cash qui arrive aussi, faut dire la vérité. C'est que j'ai pas de cash, on me paye pas en cash. Enfin, je suis jamais payé en cash. Les seuls trucs où on me paye, c'est en virement ou en crypto, tu vois, à la limite. Donc j'ai pas besoin de... J'ai jamais de cash sur moi, tu vois. Les seules personnes qui ont du cash, c'est les personnes qui acceptent le cash, tu vois. Moi, j'accepte pas le cash. Enfin, j'ai même pas l'occasion d'en accepter. Pas forcément. Moi, je vais en retirer régulièrement à la banque. Tu retires du cash à la banque? Pourquoi faire, en fait? Parce que pour en avoir. Ouais, mais tout le monde accepte la carte bleue. Je vois pas l'intérêt. Parce que je préfère en avoir. C'est tout simple. T'as peur de quoi? En cas d'effondrement mondial, ton cash, il vaudra rien. C'est du papier, hein. Ouais. Grave, achète de l'or plutôt. À la limite, tu sais quoi, je trouverais ça plus logique que tu achètes de l'or, tu vois. Ah non, mais alors j'ai pas des mallettes sous mon matelas, hein. Mais j'ai toujours des billets dans ça, ou quand je vais en vacances, je préfère avoir du cash qu'avoir mes cartes. X ou Y, je préfère avoir une liasse de cash qu'avoir mes cartes. Ah, mais oui, c'est vrai. Vous êtes pas bêtes, les gars. J'avais oublié ce détail. Des trucs comme ça, je préfère toujours. Lis le chat un peu, tu verras. Ils sont pas bêtes, mais en même temps, c'est vrai moi, j'y pense pas. Mais c'est vrai, tu as raison, Benoît. Et je pense à tous les commerçants qui sont contents aussi. Exactement. C'est exactement ce qu'il a dit. Il dit j'essaye un maximum pour les restaurants, cafés ou petits commerces pour leur permettre de faire du black. Oui, ça aussi. Vrai, et c'est
bon, je le disais pas, mais c'est aussi pour ça. Je vais pas payer, je sais pas, mon coiffeur, je vais pas le payer en carte bleue pour 15 euros. Je vais pas le payer, je vais le payer en cash. Je préfère, et je sais que tous les commerçants préfèrent, plutôt que se faire arnaquer avec leur truc sum up où ils prennent 1% de frais ou 2%. Je suis bien content de le payer en cash. Lui aussi est bien content. Ouais, pour donner des tips au bar, c'est bien. Je comprends. Pour donner des pourboires. Mais tu sais, ce qui m'embête avec le cash, je vais vous dire la vérité, c'est pour ça que j'utilise uniquement la carte bleue. Parce que je déteste avoir de la monnaie sur moi. Ça m'énerve, toutes ces pièces-là qui viennent dans vos poches, qui prennent de la place, dont vous savez pas trop quoi faire. Sincèrement, moi, ça me gêne vraiment d'avoir des pièces en permanence. À tel point qu'à une époque, à chaque fois qu'on me rendait la monnaie, je laissais la monnaie à chaque fois parce que j'en avais marre d'avoir des pièces dans les poches. C'est vraiment ça qui me saoule. C'est pour les petits montants. Tu vas arriver, tu vas payer ta baguette. Ok, tu vas payer ta baguette, je sais pas moi, t'as 1 euro. Si t'as pas la pointe, tu donnes 2 euros, elle va te filer des centimes avec. Du coup, tu vas te retrouver toute la journée avec des pièces dans ton pantalon, dans ton portefeuille, ce que tu veux. Et moi, je veux des portefeuilles de plus en plus smart, tu vois, de plus en plus courts, qui tiennent dans la poche et qui prennent pas trop de place. Du coup, pour moi, la carte... Là, on est parti loin, là. Ben ouais, mais c'est l'aspect pratique. C'est l'aspect pratique. C'est l'aspect pratique. Regardez. Parce que toi, tu as tout sur le portable et tu peux aller avec Apple Pay. Eh ben non, justement. Avec Apple Pay et tu ne balances que ton iPhone sur les TPE sans... Pas forcément. Tu n'as même plus de carte. Parce que maintenant... tous les étrangers, les Américains, ils n'ont plus qu'Apple Pay et même plus de carte, juste le téléphone. C'est magnifique. Ben regarde, bon, tu peux pas le voir toi, mais si tu regardes le live, j'ai ça tient dans ma poche. J'ai toutes mes cartes dedans. Mais non, c'est pas toi. Arrête. Qui te l'ai montré. Si. C'est toi qui me l'as montré. Je l'avais bien avant que tu me le montres. Toi, en plus, tu l'as payé, tu t'es fait arnaquer. Tu l'as payé 50 euros. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress 5 euros. Oui. Toi, t'as acheté une contrefaçon. Moi, j'ai acheté la vraie marque. De rien. Oui, bien sûr. Ils ont déposé un brevet, peut-être. Et en plus, j'en ai plein. J'ai acheté une marque, j'ai acheté une contrefaçon. C'est pas une contrefaçon, c'est juste que toi, c'est une marque, mais c'est pas eux qui ont le brevet. Oui. Bah oui, toi, c'est un produit qui n'est pas commercialisé en France et qui ne sera jamais commercialisé, sinon la répression des fraudes. J'en ai encore, hein. le saisira. Mais quelle la répression des fraudes? Il n'y a pas de brevet sur ça. Oh là là, direct. Sois pas jaloux, moi je l'ai payé 5 euros. Sur AliExpress, je vous invite à utiliser AliExpress d'ailleurs, c'est là où vous trouverez toutes les bonnes affaires et vous ne ferez jamais escroquer par le dropshipping parce que là-bas vous avez tous les produits moins chers. Voilà, je vous dis pas ça pour profiter d'un référal ou quoi que ce soit. Vous pouvez y aller même sans utiliser de référal et vous verrez énormément d'argent par rapport à Amazon. Moi, j'utilise que ça. Si vous regardez ma liste de courses sur AliExpress, c'est blindé. Dès lors que je trouve un truc intéressant, je regarde tout de suite sur AliExpress s'il existe et je le trouve en général 10 fois moins cher parfois. Bref, on s'éloigne un peu quand même de la crypto. Ce soir, c'était cool. On a parlé un peu de tout. Mais écoutez, posez vos questions et on va voir un peu. On va terminer le live, mais si vous avez des questions... on n'a pas parlé d'Evmos. Ils ont sorti une roadmap. Ah oui, c'est vrai. Bah vas-y, let's go. On va parler d'Evmos. Et posez vos questions en même temps, comme ça, on les annoncera. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont déployé leur nouvelle roadmap pour 2022. C'est ça. Avec quelques mises à jour, Kepler qui pourra être utilisé. Je l'ai pas. Pas mal de... Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Kepler qui pourra être utilisé directement sur la chaîne. Les interchain accounts. Qu'est-ce que je vois d'autre? IBC token. Ah oui, donc beaucoup plus simple pour transférer depuis une chaîne comme Osmosis à Evmos sans avoir à passer par un dashboard un peu compliqué. Tout va être simplifié, plus simple, plus facilement. Ça, normalement, ça doit arriver dès Q1. Ensuite, des nouvelles wallets, des... Interchain account, Liquid Staking Support via Liquid Staking Zone. Ah oui, les frais, quand tu utiliseras un contrat, si tu déploies un contrat, tu seras payé en fee d'Evmos sur tous les gens qui utilisent ton contrat, donc c'est une nouvelle sorte de revenu pour les développeurs, ça c'est intéressant. Mais ça c'est toutes les chaînes Cosmos. Alors ça c'est petit tip, ça c'est un problème de marketing sur les chaînes Cosmos. Du code qui est publié open source et qui est disponible à tous. Tous les bons chefs marketing de chaque chaîne essayent de l'implémenter et de dire c'est une nouveauté qu'eux ont créée.
cette nouveauté des frais, c'était développé, c'est open source, tout le monde peut utiliser. Et j'ai vu Kanto, plein d'autres chaînes dire ouais, on est les super, on va introduire ça sur notre chaîne en s'appropriant plus ou moins par des petits méli-mélos, en s'appropriant le gâteau. En fait, bon, c'est de l'open source, copier-coller, peut-être. Ils font pas copier-coller, ils améliorent ça, peut-être, mais bon, ils n'ont rien inventé, ils réutilisent quelque chose. Je vois, ouais. Bah écoute, avec ça, comme dirait Tétine de Kra, ça va prendre $10, espérons. Eh bien, on verra bien. J'en doute un peu, mais déjà, si ça réatteint les $2, c'est déjà très bien. On verra bien. Ce qu'on peut regretter, c'est Kanto qui, lui, se portait à merveille, a fait un run. Tout le monde ne parle que de Kanto qui a pump comme jamais. Ouais. Qui a pump de 10 centimes, je crois, à 60 centimes, qui a fait un petit x6 en 15 jours. Là, aujourd'hui, c'est repéter la gueule. Et j'ai vu un trade très intéressant sur Kanto où, si on regarde dans les wallets... Ça va, il s'est pété la gueule. Il est à 54 centimes quand même. Ah oui, j'ai vu un trade aussi. Il a perdu 20 ou 30%. Dans les mêmes wallets, ouais. Les 10 premières wallets détiennent une grosse partie des Kanto en circulation. Sur Kanto, bah, moi, c'est même pas. C'est un trade différent. Attends, je vais le partager. Mais en gros, c'est sur les wallets qui farment. En gros, sur la TVL qui est sur Kanto, parce que souvent on parle de TVL, donc la valeur qui a été bridgée sur la chaîne, où on se rend compte qu'en fait, il y a des wallets qui possèdent 20 ou 30% de la TVL. Enfin, c'est quelques wallets, énorme, ouais. Peut-être 5 wallets. Je crois qu'il y a une wallet qui possède 20% des stablecoins, qui a bridgé $20 millions sur Kanto. Une autre qui fait 30% de la pool Kanto Atom, qui en fait farm tous les Kanto. Que pour eux, en fait, il y a pour comprendre que Kanto, là, maintenant, il y a beaucoup de hype. Mais en fait, pourquoi ça marchait très bien et qu'il y avait une grosse TVL, c'est pareil, c'est quelques personnes qui occupaient 90% de la place. Et vous avez essayé de voir Kanto, comment ça fonctionne, bah, vous le comprenez assez facilement, parce que vu comme c'est compliqué, on comprend bien qu'il n'y a pas millions de personnes qui utilisent ça et que c'est réservé à des personnes assez avancées, des utilisateurs avancés. Donc, et autre chose que j'ai appris... Ponzi. Comment ? Il y a un mec qui a marqué en commentaire salut le Ponzi, parce que le système en fait est contrôlé par... de Kanto ? Oui, de Kanto, ouais. Oh, ah oui, mais... Enfin, j'ai pas envie de crash Kanto, mais c'est un peu ça. Je veux juste dire, faites attention si vous êtes intéressé, que vous voyez que ça fait 15 jours que ça fait commenter, faites gaffe. Je sais que là, pour l'instant, les APR sont très forts, mais d'ici 15 jours, ils vont drastiquement réduire. Ouais, donc dump massif. Les mecs vont partir en voilà, même temps. Il y a moyen que mais ça soit bizarre et ça finisse mal sur Kanto. Eh ben regarde, c'est ce qui est arrivé sur Evmos. Bah, d'ailleurs, je vous apprends rien, mais quand vous allez sur Diffusion... Bah, sur Evmos, ça fait peur. Va sur Defilama voir la TVL, c'est... Mais t'as vu ce qui s'est passé. Peur. Dès qu'ils ont arrêté les incentives, pouf, tout le monde s'est barré. Bah, c'est exactement, c'est les sauterelles, hein, c'est... On va de champ en champ, c'est tout. Dès qu'il n'y a plus rien, bah, ciao. Pourquoi j'irais sur ce Dex tout pourri, où il n'y a pas de volume, et où je suis même pas sûr que le contrat, c'est pas un idiot qui l'a fait, et si je gagne rien, je m'en vais, hein, je vais pas rester là. C'est sûr. Et du coup, c'est ça que tu te rends compte, c'est qu'au final... le produit d'Apple ne suffit pas à fidéliser les utilisateurs. Les mecs se disent... Si, justement. Si tu as un produit d'Apple où les gens l'utilisent... Oui, mais là, ça ne suffit pas. Parce que regarde, c'est que les gens ne l'ont pas utilisé, du coup. Bah, c'est ça. C'est plus... Moi, j'irais plus à dire, ce n'est pas parce que tu mets des incentives que Enfin, plutôt, le modèle des incentives ne sert à rien si tu déploies des incentives sur des trucs pourri. Ça ne sert à rien. Il faut matcher tes incentives sur un produit qui en vaut la peine et qui te sert à acquérir des utilisateurs.
C'est comme si on te paye pour manger un plat qui n'est pas bon. Bah, si ton plat est pas bon, bah, tu vas le manger parce que t'es payé et après tu n'en feras plus. Alors que si on te fait goûter quelque chose qui est bon, bah, après tu vas peut-être en racheter. C'est voilà. Rappelons quand même. C'est ce que fait Amazon. Amazon, voilà. On te propose un produit, on te dit bah, au début c'est gratuit ou c'est très peu cher. Et puis petit à petit, on augmente les prix et comme tu es dépendant du service, bah, tu continues à payer. Exactement, c'est ce que j'allais parler de ça, oui. J'allais parler des streamers qui, donc comme Netflix et tout, qui ne font qu'augmenter leur prix parce qu'ils ont des parts de marché de plus en plus importantes. Et en fait, oui, c'est un produit d'appel. Mais pour revenir quand même à Evmos, à Diffusion, tu as tout à fait raison. En fait, ce qui aurait dû fonctionner et ce qui n'a pas fonctionné, c'est que à la base, c'est faire venir des personnes pour qu'ils utilisent la plateforme, qui créent des swap fees, donc qui est des frais de swap, et que ces frais suffisent en fait à payer les personnes qui apportent de la liquidité sur le pool. C'est exactement ce qui se passe par exemple sur Uniswap. Sur Uniswap, on est uniquement payé avec les swap fees. On n'est pas payé avec des incentives. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres incentives, mais en tout cas, la majorité des pools sont payés uniquement avec les swap fees. Et c'est ce qu'il devrait y avoir aussi sur Osmosis. Sauf que Osmosis, ils sont pas assez gros aujourd'hui. Ils créent pas assez de trafic, en fait, de volume, pour pouvoir payer uniquement avec les swap fees. Parce que sinon, ça serait ridicule en termes de fees. En termes d'APR, ça serait ridicule, tu vois. C'est ça, c'est toujours la même question, c'est garder de la liquidité pour que les utilisateurs restent et utilisent votre DEX et en même temps ne pas trop distribuer d'incentives parce que c'est pas intéressant pour vous, vous perdez de l'argent. C'est ça. Toujours un juste milieu, c'est très difficile à trouver ce juste milieu. Après, il faut dire que sur Uniswap, tu as énormément de volume mais tu as des personnes... D'ailleurs, tiens, on va parler d'Uniswap, super intéressant. J'ai pensé, je voulais en parler, je l'avais noté et j'en ai oublié. Mais bon, je finis. Vas-y. Prouver à avoir assez de volume face à tes incentives. Donc, avoir des utilisateurs qui swap, il faut que tu aies un bon produit. Donc, il faut que tu payes en incentive pour avoir un bon produit. Et de l'autre côté, avoir assez d'utilisateurs. Sauf que c'est assez difficile d'avoir beaucoup d'utilisateurs en bear market. Tout à fait. C'est dur d'avoir du volume. Pour en venir à Uniswap, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine qui est aussi intéressant. C'est que Uniswap a fait une proposition de gouvernance pour aller sur la BSC et déployer les derniers contrats d'Uniswap, Uniswap V3, sur la BSC. Donc il y a eu une proposition de gouvernance. Et ce qui s'est passé, c'est que cette proposition de gouvernance a été votée positivement par la majorité des personnes, sauf une personne. Tiens, je partage ça. Ouais, vas-y. Par une personne, pas n'importe quelle personne, c'est un fonds d'investissement A16Z, donc Anderson Horowitz, qui est le plus gros fonds d'investissement sûrement au monde, un des plus gros venture capital au monde, un des plus gros VC. A16Z, donc A16Z en français, et qui eux ont voté non. Et à eux seuls, on refait. Tu as le lien ? À eux seuls. Oui, je viens de te l'envoyer sur le live. À eux seuls, en fait, ils ont permis que la proposal ne passe pas, en fait, à refuser le déploiement d'Uniswap sur la BSC. Ils ont utilisé tous leurs tokens Uniswap pour voter contre. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, le bridge qui devait être utilisé était le bridge Wormhole, qui est le bridge concurrent qui est proche de Solana, qui est par Jump Capital, un autre VC, et que eux sont investisseurs dans un autre bridge qui s'appelle Layer 0, qui a levé des millions de dollars, et ils voulaient que ce soit celui-là qui soit utilisé et pas l'autre, et du coup ils ont voté non. Et à eux seuls, en fait, ils ont fait capoter la proposition. C'est incroyable quand même. Comme quoi, c'est la taille du portefeuille qui compte, encore une fois. C'est pas... on n'est pas dans une démocratie, quoi. Exactement, oui.
Bah là, tu te retrouves avec un gars qui a dit du jour au lendemain, vu qu'il détient une grosse part des Uniswap. Bah, c'est surtout, ouais, c'est ça. Tu te rends compte que tu peux faire. Enfin, c'est un peu le. Tu peux faire blocage. T'as ton droit de veto. Bon, après, ils ont pas volé leur token. Mais c'est plus la gouvernance d'Uniswap. Bon. Là, encore une fois, ça pose des questions. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais ça pose la question de la répartition des tokens et l'utilité des airdrops aussi, qui permet justement une meilleure répartition des tokens de manière plus équitable. Mais on en avait parlé dans une vidéo et on va pas s'étaler aujourd'hui. On va clôturer quand même parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est en live pratiquement, hein, Ouais. 2 heures. C'est rare qu'on fasse des lives aussi longs quand même. Et c'est rare d'ailleurs qu'il y ait autant de monde, hein, parce que ce soir vous avez été plus nombreux que d'habitude. C'est cool, merci de nous avoir suivis. Si les lives vous plaisent, n'hésitez pas à nous nous le dire sur Discord, à mettre des commentaires sur les rediffusions. Ça permet de référencer un peu mieux la vidéo. De toute façon, là, d'ici ce soir ou demain, vous aurez déjà la rediff de disponible. On va juste faire quelques cuts et puis la rediff sera disponible demain. Voilà. Bon, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve dimanche prochain, 21h. Et on parlera de... On ne sait pas encore, mais on vous tiendra au courant, vous inquiétez pas sur Discord. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant de l'actualité, quoi qu'il arrive, s'il y a le moindre élément avant ce dimanche soir, vous savez très bien qu'on poste tout d'abord sur Discord. C'est beaucoup plus rapide, je trouve, pour envoyer des informations Discord. Et Twitter aussi parfois, quand c'est vraiment, vraiment important. Mais en général, on essaye d'envoyer les informations sur Discord, comme ça, vous êtes informés avant tout le monde. Voilà. Allez. Sur ce, bonne soirée et à dimanche prochain. Ciao, ciao.